Parfois, les personnes que nous perdons laissent derrière elles bien plus que des souvenirs. Elles laissent des questions auxquelles nous ne sommes pas certains de vouloir des réponses. Sandrine Leroy avait 58 ans lorsqu'elle apprit que son grand-père, dont elle s'était éloignée, était décédé et lui avait légué un gîte isolé dans les Cévennes. Elle ne l'avait pas vu depuis 30 ans. Le gîte, lui, était fermé à double tour depuis 60 ans. Lorsqu'elle entreprit enfin la randonnée sur ce sentier boueux, serpentant à travers les châtaigniers et les pins, elle s'attendait à ne trouver que la poussière et le délabrement. Au lieu de cela, elle découvrit des boîtes en métal, de vieux journaux intimes et une trappe cachée sous le plancher. La pluie se mit à tomber, drue et froide, la route devint un torrent de boue, et tandis que la nuit enveloppait ce gîte solitaire, Sandrine commença à comprendre que son grand-père avait gardé un lourd secret pendant toutes ces années. Que cachait-il là-haut, dans l'isolement austère du Massif central? Sandrine Leroy avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à apprivoiser le silence. À 58 ans, elle travaillait comme guide de montagne dans les Cévennes, menant de petits groupes de randonneurs à travers des paysages qui exigeaient le respect et récompensaient la patience. Elle connaissait la montagne comme d'autres connaissent les rues d'une ville, chaque lacet, chaque ruisseau saisonnier, chaque endroit où la lumière filtrait à travers les sapins et les hêtres d'une manière si particulière en fin d'après-midi. Elle excellait dans son travail, bien plus que ça. Mais elle était aussi seule, d'une solitude qui dépassait la simple géographie. Elle vivait dans une petite maison de campagne en location près d'un village des Cévennes si petit qu'il figurait à peine sur la plupart des cartes. Pas de mari, pas d'enfant. Une poignée de connaissances qui lui adressaient un signe de tête à l'épicerie du village, mais ne posaient jamais de questions personnelles. C'était ainsi qu'elle préférait les choses. Elle avait appris très jeune que les familles étaient des entités compliquées, que la proximité pouvait se muer en douleur, et que parfois, la distance la plus sûre était une séparation complète. C'est sa mère, Monique, qui lui avait enseigné cette leçon, bien qu'involontairement. En grandissant, Sandrine avait observé sa mère traverser la vie comme quelqu'un qui s'attend à une mauvaise nouvelle à chaque instant. Il y avait toujours une tension palpable dans la maison, le sentiment persistant que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Sa mère ne s'expliquait jamais, ne parlait jamais du passé, ne mentionnait jamais le grand-père de Sandrine, sauf sous forme d'avertissement. « Reste loin de lui », disait-elle. Quand Sandrine demandait pourquoi il ne lui rendait jamais visite, la réponse était laconique, il a fait des choix. Nous vivons avec les conséquences, séparément. Sandrine avait 7 ans la dernière fois qu'elle avait vu son grand-père, Jean. Elle se souvenait d'un homme grand et silencieux, aux mains rugueuses et aux yeux qui semblaient regarder au-delà d'elle, vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il vivait seul, déjà à l'époque, dans une maison qui sentait la fumée de bois et le café fort. Elle se rappelait qu'il lui avait appris à identifier les empreintes d'animaux dans la boue, sa voix basse et patiente. Elle se souvenait s'être sentie en sécurité avec lui, d'une manière qu'elle ne ressentait pas à la maison. Et puis, ils avaient déménagé. Sa mère avait emballé leur vie en une semaine et ils s'étaient installés 3 heures plus au nord, à Clermont-Ferrand. Aucune explication, aucun adieu. Sandrine avait posé une question sur son grand-père une seule fois pendant le trajet, et les mains de sa mère s'étaient crispées sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Nous ne parlons plus de lui. Ce fut la fin de la discussion. Au fil des ans, Sandrine s'était posé des questions, mais n'avait jamais insisté. Le jour où elle fut assez grande pour le retrouver par elle-même, elle avait absorbé suffisamment l'anxiété de sa mère pour se tenir à l'écart. Elle avait construit sa propre vie, choisi la solitude plutôt que le désordre des relations humaines, et s'était persuadée qu'elle était heureuse ainsi. La lettre du notaire était arrivée un mardi de fin septembre. Son grand-père, Jean Dubois, où elle se souvenait à peine de son prénom, était décédé à l'âge de 89 ans. Les funérailles avaient déjà eu lieu. Aucune demande pour sa présence, aucune mention de sa mère. Juste une notification formelle indiquant que Jean Dubois avait légué une propriété à sa petite-fille, Sandrine. Un gîte, isolé, accessible uniquement à pied, avec des instructions spécifiques pour qu'il lui revienne, à elle et à elle seule. La voix du notaire au téléphone avait été d'une neutralité professionnelle. Le gîte se trouve à environ 12 km sur la route du Causse, puis encore 5 km à pied. Votre grand-père l'a entretenu pendant des années, bien qu'il ne s'y soit pas rendu ces 10 dernières années pour des raisons de santé. La propriété est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aucune pression pour la conserver. Sandrine l'avait remercié et avait raccroché. Elle était restée assise à sa table de cuisine pendant 1 heure, la lettre posée devant elle, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait.
Le chagrin pour un homme qu'elle connaissait à peine? La colère d'être ramenée dans un passé qu'elle avait fui? La curiosité de savoir pourquoi il le lui avait laissé, spécifiquement à elle? Elle n'assista pas aux funérailles. Elle se dit que c'était parce qu'elle avait des clients qui comptaient sur elle. Mais la vérité était plus simple et plus dure, elle ne voulait rien ressentir à propos de Jean Dubois. Ressentir signifiait se souvenir, et se souvenir signifiait poser les questions qu'elle avait passé 30 ans à éviter. Mais le gîte demeurait, la lettre demeurait, et après 2 semaines à essayer d'ignorer les deux, Sandrine avait finalement décidé de monter voir ce dont elle avait hérité. Elle se disait que c'était une démarche pratique. Elle devait évaluer la propriété, déterminer si elle valait la peine d'être conservée, ou si elle devait simplement la vendre et en finir avec toute cette histoire. Ce n'était qu'un bâtiment, juste du bois et des clous et la pourriture qui avait dû s'accumuler au cours de 60 ans d'abandon. Elle ne dit à personne où elle allait. Elle était habituée aux expéditions en solitaire dans l'arrière-pays, habituée à être injoignable pendant des jours. Elle prépara son équipement standard, tente, sac de couchage, trousse de premier secours, filtre à eau, assez de nourriture pour 3 jours. Les coordonnées fournies par le notaire la menèrent à un sentier qu'elle connaissait bien, ou du moins le croyait-elle. Elle avait guidé des groupes près de cette zone des dizaines de fois, mais n'avait jamais remarqué de bifurcation pouvant mener à un gîte privé. La randonnée commença facilement. Fin septembre signifiait que les foules de touristes s'étaient dissipées, et l'air du matin portait la première vraie morsure de l'automne. Elle avançait à un rythme régulier, son corps se souvenant du rythme des montées, son esprit délibérément vide. Elle ne voulait pas penser à son grand-père, ni à sa mère, ni au poids étrange d'hériter de quelque chose d'un fantôme. 3 heures plus tard, elle trouva la bifurcation. Elle n'était indiquée sur aucune carte qu'elle portait, juste une étroite ouverture entre 2 grands étrous. Les sous-bois avaient été défrichés il y a longtemps. Elle faillit la manquer. Seule la faible indentation d'un ancien sentier, maintenant principalement repris par les fougères et les ronces, trahissait son existence. Elle vérifia son GPS. C'était bien là. Le sentier grimpait en lacets serrés à travers une forêt dense. Quiconque avait construit ce chemin savait ce qu'il faisait. Il suivait les contours naturels du terrain, évitant les pires zones d'érosion. Mais il n'avait pas été entretenu depuis des années. Sandrine dut s'arrêter plusieurs fois pour dégager des branches tombées, et par 2 fois, elle perdit complètement le sentier, ne le retrouvant qu'en scrutant plus loin pour déceler la rupture révélatrice dans la végétation. Après une autre heure, la forêt s'éclaircit légèrement. Elle pouvait voir le ciel à travers la canopée, et puis, il était là. Le gîte se trouvait dans une petite clairière entourée de sapins et de hêtres. Il était plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 6 mètres sur 6, avec un toit en pente couvert de mousse et d'aiguilles. Le bardage en bois avait pris une teinte gris argenté avec le temps, et l'unique fenêtre faisant face au sentier était si sale qu'elle était presque opaque. Une cheminée en pierre s'élevait d'un côté, noircie par des décennies de fumée. Mais ce qui attira son attention fut la chaîne. Une chaîne rouillée barrait le petit porche, attaché à des poteaux de chaque côté. Un cadenas, vieux et oxydé mais toujours intact, y était enfilé. Derrière la chaîne, un panneau peint à la main était appuyé contre le mur du gîte, propriété privée, défense d'entrée. Cela ressemblait moins à une délimitation qu'à un avertissement. Sandrine se tenait au bord de la clairière, son sac lourd sur les épaules, et essayait de concilier ce lieu avec les quelques souvenirs qu'elle avait de son grand-père. Il avait été garde forestier de l'Office national des forêts. Elle s'en souvenait. Il avait passé sa vie dans ces montagnes. Mais pourquoi sceller un gîte? Pourquoi le verrouiller et le laisser pourrir? Elle s'approcha lentement, ses bottes silencieuses sur le tapis d'aiguille. La chaîne était sécurisée par un cadenas à combinaison, pas à clé. Elle essaya la porte quand même, verrouillée de l'intérieur, solide malgré son âge. La fenêtre était trop sale pour voir clairement à travers, mais elle pouvait distinguer des formes à l'intérieur, une table, des chaises, quelque chose qui aurait pu être un lit. Le notaire lui avait envoyé la combinaison dans une enveloppe scellée, qu'elle avait glissée dans la poche de sa veste. Elle la sortit maintenant, la déchira. 4 chiffres, 3274. Elle tourna les molettes, entendit le déclic lorsque le cadenas se libéra, et déroula la chaîne. Elle tomba sur le porche avec un bruit sourd et lourd qui sembla assourdissant dans le silence de la forêt. La porte n'était finalement pas verrouillée. La chaîne avait été la seule barrière. Elle la poussa, les gonds protestant par un long grincement, et entra. L'odeur la frappa en premier. La poussière, le vieux bois,
l'odeur minérale de la pierre. Mais en dessous, autre chose. Un air préservé, comme si l'on ouvrait un bocal scellé pendant des décennies. Le gîte était sombre, la fenêtre sale ne laissant passer qu'une faible lumière filtrée. Sandrine sortit sa lampe de poche et balaya l'intérieur de son faisceau. Une seule pièce. Un petit poêle à bois dans un coin, froid et vide. Une table en bois avec 2 chaises. Un cadre de lit étroit avec un matelas fin qui semblait pouvoir se désintégrer au moindre contact. Des étagères le long d'un mur, presque vides à l'exception de quelques bocaux poussiéreux. Des conserves, peut-être, d'une autre vie. Un évier sec avec une bassine, une lampe à pétrole sur la table. Tout était couvert d'une épaisse couche de poussière, mais rien ne semblait avoir été dérangé. Pas de nid d'animaux, pas de signe de dégâts des eaux malgré le toit couvert de mousse. C'était comme si quelqu'un était simplement sorti un jour pour ne jamais revenir, et que la forêt avait respectueusement laissé l'endroit en paix. Sandrine posa son sac près de la porte et s'avança plus profondément dans l'espace. Sur la petite tablette au-dessus du poêle à bois se trouvait une montre à gousset, son cadran arrêté à 3h47. Elle la prit délicatement, essuya la poussière avec son pouce. Le dos était gravé, JD, pour service fidèle, 1965. La montre de son grand-père. Elle la tourna dans ses mains, sentant son poids, la façon dont le temps s'était littéralement arrêté ici. 3h47. Matin ou après-midi? Et quel jour? Quelle année? Elle la reposa sur la tablette et continua son exploration. Le lit était poussé contre le mur du fond. Les étagères contenaient quelques autres objets qu'elle n'avait pas remarqués au début. Une tasse en fer blanc, une assiette, une poignée de vieux livres de poche au dos craquelé. Un tiroir sous les étagères était coincé, gonflé par l'âge et l'humidité. Elle tira plus fort et il céda finalement. À l'intérieur, de vieux journaux, jaunis et cassants. Elle souleva délicatement le premier. Le journal des Cévennes, juillet 1967. Le gros titre parlait d'un conflit forestier. Elle le mit de côté et trouva d'autres journaux en dessous, tous de la même époque, tous soigneusement pliés et conservés. Et sous ceux-ci, un journal relié en cuir. Sandrine le sortit lentement. Le cuir était craquelé mais intact. Et quand elle l'ouvrit à la première page, elle découvrit une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Une écriture soignée, délibérée, à l'encre pâlie. Jean Dubois, janvier 1962. Le journal de son grand-père. Elle le porta à la table, balaya la poussière d'une des chaises et s'assit. Dehors, elle entendait le vent se lever dans les arbres. Une tempête approchait. Elle le sentait dans l'air, le voyait dans la façon dont la lumière était devenue plate et grise. Elle aurait dû monter sa tente, organiser son campement avant que le temps ne se gâte. Mais au lieu de cela, elle ouvrit le journal et commença à lire. La première entrée était datée du 15 janvier 1962. Sandrine lisait à la lumière de sa lampe de poche, le faisceau stable sur les pages jaunies. Froid aujourd'hui. Vérifiez la limite nord. Vu des traces de cougars près du ruisseau de la Jonte. Calme par ailleurs. Des notes de garde forestier standard. Rien d'inhabituel. Elle tourna les pages, parcourant les entrées. La plupart étaient similaires. Observations météorologiques, signalements d'animaux sauvages, notes d'entretien sur les sentiers et les balises. La voix de son grand-père transparaissait dans le langage sobre et factuel. Un homme qui observait et notait, qui se déplaçait dans la forêt avec un but précis. Mais en avançant dans l'année, le ton commença à changer. 3 juin 1962. Vérifiez le site. Tout est calme. Aucun signe de perturbation. Le temps se maintient. Quel site? Sandrine retourna aux entrées précédentes, cherchant un contexte. Rien. L'expression apparaissait soudainement, sans introduction, comme si son grand-père supposait que le lecteur comprendrait. 17 juin 1962. Revérifiez le site. Quelqu'un s'est approché. Empreinte de bottes récentes. Couvert la zone plus soigneusement. Doit rester vigilant. 2 juillet 1962. Site sécurisé. Personne ne doit savoir. La promesse tient. Sandrine lisait plus lentement maintenant, son attention s'aiguisant. Ce n'étaient pas des notes de garde forestier. C'était autre chose, quelque chose de privé et de délibéré.
Les entrées se poursuivirent tout l'été et jusqu'à l'automne, toujours brèves, utilisant toujours le même langage prudent. Le site, la promesse, personne ne doit savoir. Puis, en octobre, une entrée plus longue qui fit crisper ses mains sur le journal. 8 octobre 1962. Visitez le site à l'aube. Le brouillard était épais. Bonne couverture. Je pense souvent à la jeune fille. Elle méritait mieux que ça. Nous le méritions tous. Mais la décision a été prise, et je suis lié par elle. Certains jours, je me demande si j'ai mal choisi. La plupart du temps, je sais que oui. Mais ce qui est fait ne peut être défait. Je ne peux que veiller et espérer qu'avec le temps, le poids de tout cela s'allégera. Ce n'est pas encore le cas. La jeune fille. Sandrine relut le passage, essayant de comprendre. Quelle jeune fille? Quelle décision? Elle tourna les pages, cherchant plus d'informations, mais les entrées retournèrent à leur style laconique et codé. Vérifiez le site, tout est calme, le temps se maintient, comme si le moment de confession avait été une aberration, rapidement réprimée. Elle continua à lire, la lumière de l'après-midi s'estompant derrière la fenêtre sale. Le journal couvrait 5 ans, de 1962 à 1967, et le schéma restait constant, travail de routine de garde forestier ponctué de références critiques au site et à la promesse. Dans la dernière entrée, datée du 30 décembre 1967, son grand-père n'avait écrit qu'une seule ligne. Les autres qui savent vieillissent. Peut-être que cela mourra avec nous. Ce serait une miséricorde. Le journal se terminait là. Sandrine le referma et resta assise dans l'obscurité grandissante, son esprit analysant ce qu'elle venait de lire. Son grand-père avait protégé quelque chose, un secret, quelque chose impliquant une jeune fille, un site qui nécessitait une surveillance, et d'autres personnes qui partageaient cette connaissance. Elle pensa aux avertissements de sa mère, au déménagement soudain quand elle avait 7 ans. C'était en 1974, 7 ans après la fin de ce journal. Quelque chose s'était-il passé alors? Le secret avait-il menacé de refaire surface? Dehors, les premières gouttes de pluie frappèrent le toit du gîte. Sandrine se leva et se dirigea vers la fenêtre, nettoyant une partie de la crasse. Le ciel était devenu gris foncé, lourd de pluie. Le sentier du retour serait boueux d'ici 1 heure, dangereux le soir. Elle avait prévu de camper près du gîte, mais maintenant elle reconsidérait sa décision. Le gîte lui-même était un abri, et elle avait besoin de plus de temps pour le fouiller, pour comprendre ce que son grand-père avait laissé derrière lui. Elle déballa son sac de couchage et l'étala sur le vieux cadre de lit après avoir testé sa stabilité. Puis elle alluma la lampe à pétrole. Étonnamment, il y avait encore du combustible. Elle continua sa fouille de l'intérieur du gîte. Sous le lit, poussée tout au fond contre le mur, elle trouva la première boîte en métal. Elle avait la taille d'une boîte à outils, en acier, avec un cadenas à combinaison sécurisant le couvercle. Elle la sortit, sentant son poids, quelque chose de substantiel à l'intérieur. Elle essaya la combinaison de la chaîne de la porte. 3274. Rien. Elle essaya l'année de naissance de son grand-père, les dates des entrées du journal, toutes les séquences de chiffres auxquelles elle pouvait penser. Le cadenas ne bougea pas. Sandrine s'assit sur ses talons, frustrée. Quoi que contienne cette boîte, son grand-père avait voulu qu'elle soit en sécurité. Elle se leva et examina les étagères plus attentivement, passant ses mains le long des bords arrière, cherchant des compartiments cachés. Dans les chevrons au-dessus du lit, ses doigts trouvèrent quelque chose qui n'était pas du bois. Une plus petite boîte, coincée entre 2 poutres. Elle la descendit prudemment. Celle-ci était en bois, de la taille d'une boîte à chaussures, avec un simple loquet. Pas de serrure. Elle l'ouvrit sur la table, la lumière de la lampe projetant des ombres sur le contenu. Des photographies, des dizaines d'entre elles, en noir et blanc, virant au sépia. Elle les sortit une par une, étudiant chacune attentivement. Son grand-père plus jeune, peut-être dans la quarantaine, posant dans des décors forestiers, toujours seul, toujours avec la même expression sérieuse, comme si l'appareil l'avait surpris au milieu de pensées difficiles. Sur plusieurs photos, il portait son uniforme de garde forestier. Sur d'autres, juste des vêtements de travail, flanelle et jeans, des bottes robustes. Une photographie était différente. Elle montrait son grand-père debout dans une petite clairière entourée de pierres disposées en un cercle approximatif. Elles n'étaient pas naturelles. Quelqu'un les avait placées délibérément,
créant une bordure autour d'une parcelle de terrain. Cela ressemblait presque à une tombe, bien qu'il n'y ait pas de stèle, aucune indication de qui pourrait y être enterré. Sandrine retourna la photographie. Au dos, de l'écriture de son grand-père, « Pardonnez-moi ». Elle la posa délicatement et prit la photo suivante. Celle-ci montrait une vue plus rapprochée du cercle de pierre, et elle pouvait maintenant voir que le sol à l'intérieur était légèrement affaissé, comme si la terre s'était tassée avec le temps. Certainement une tombe, ou quelque chose qui avait été enterré et marqué. Ses mains tremblaient légèrement. Elle reposa les photos et se leva, ayant besoin de bouger pour assimiler ce qu'elle voyait. Son grand-père avait veillé sur une sépulture. Une jeune fille était morte. Il avait écrit sur une promesse, sur le fait de garder un secret, sur l'espoir que cela mourrait avec ceux qui savaient. Les implications étaient claires et terribles. Dehors, la pluie s'intensifia, tambourinant fort contre le toit. Sandrine se dirigea vers la porte et l'ouvrit, se tenant sur le seuil et regardant la forêt qui s'assombrissait. La pluie était froide, transformant déjà la clairière en boue. Le sentier serait maintenant impraticable. Elle ne pouvait pas partir même si elle le voulait. Elle était piégée ici pour la nuit, seule avec les secrets de son grand-père et la certitude croissante qu'elle avait hérité de bien plus qu'un simple gîte. Elle ferma la porte et retourna à la table. Le journal était là où elle l'avait laissé, à côté des photographies. Elle l'ouvrit de nouveau, lisant cette fois plus attentivement, cherchant tout détail qu'elle aurait pu manquer. Dans une entrée de mars 1963, elle trouva un seul mot qui la fit s'arrêter. Marie. 12 mars 1963. La neige fond tôt cette année. Vérifiez le site. Le ruissellement est important. Renforcez les pierres. Marie aurait 19 ans maintenant. Je pense parfois à sa mère. Comme elle doit se demander. Ne pas savoir est une forme de mort en soi. Marie. La jeune fille avait un nom. Sandrine ferma le journal et se releva, son esprit tournant à plein régime. Elle devait fouiller le gîte plus minutieusement. S'il y avait une boîte verrouillée, il pourrait y en avoir d'autres. S'il y avait un journal, il pourrait y en avoir plus. Son grand-père lui avait laissé cet endroit pour une raison, et elle commençait à comprendre que ce n'était pas seulement une question de propriété. C'était une question de vérité. La pluie continuait, régulière et froide. La lampe vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Sandrine resserra sa veste et commença une fouille systématique de chaque coin, chaque étagère, chaque cachette possible dans le petit gîte. Au moment où l'obscurité totale tomba dehors, elle n'avait rien trouvé de plus. Juste le journal, les photographies et la boîte en métal verrouillée qui contenait des secrets auxquels elle ne pouvait pas encore accéder. Elle prépara un dîner simple avec les provisions de son sac, une barre de céréales et du saucisson sec, de l'eau de sa gourde, et s'assit à la table pendant que la tempête s'installait autour du gîte. Son grand-père avait vécu avec ce poids pendant des années, des décennies. Il était venu dans ce gîte, avait tenu sa veillée, maintenu son silence, et maintenant il le lui avait transmis. La question était, pourquoi? Voulait-il qu'elle garde le secret ou qu'elle le révèle? Voulait-il l'absolution ou simplement un témoin? Sandrine s'allongea dans son sac de couchage alors que la nuit s'épaississait, la lampe baissée. Demain, si la pluie cessait, elle explorerait les environs du gîte. S'il y avait un site à vérifier, une tombe à trouver, elle devait le voir de ses propres yeux. Mais ce soir, seule dans le gîte scellé qui était resté vide pendant 60 ans, elle ne pouvait qu'écouter la pluie et se demander quels autres secrets étaient enterrés dans ces montagnes. Sandrine se réveilla au son de la pluie qui tombait encore, mais plus légèrement maintenant, un crépitement régulier au lieu du déluge de la nuit précédente. Une lumière grise d'aube filtrait par la fenêtre sale. Elle avait mal dormi, ses rêves remplis de cercles de pierre, de boîtes verrouillées et d'une jeune fille sans visage nommée Marie. Elle prépara du café soluble avec son réchaud de camping, chauffant l'eau dans sa tasse en métal, et s'assit à la table avec le journal ouvert devant elle. Dans la lumière plus claire du matin, elle relut les entrées, prenant cette fois des notes sur une page arrachée de son propre carnet de terrain. Point clé, le site nécessitait une vérification. Plusieurs personnes connaissaient le secret. Une jeune fille nommée Marie. Une promesse avait été faite. Son grand-père se sentait coupable, mais restait attaché au silence. Elle retourna à la photographie du cercle de pierre et l'étudia plus attentivement. Les arbres en arrière-plan étaient des sapins et des hêtres, typiques de cette région. La végétation du sous-bois ressemblait à ce qui poussait autour du gîte.
Le site était proche. Il devait l'être. Mais où? Sandrine posa la photographie et reprit le journal, feuilletant les dernières pages. Parfois, les gens gardaient des notes à la fin des journaux. Elle connaissait ça, des cartes, des listes, des rappels. Son grand-père avait été méthodique dans son travail de garde forestier. Peut-être l'avait-il été aussi pour cela. Les dernières pages étaient blanches, mais quand elle tint le journal face à la lampe, elle remarqua quelque chose. De faibles indentations sur la dernière page, comme si quelque chose avait été écrit sur une page au-dessus et que la pression avait laissé des marques. Elle inclina le journal de différentes manières, essayant de déchiffrer les mots, mais les empreintes étaient trop faibles. Elle le mit de côté et retourna au contenu de la boîte en bois. D'autres photographies, toutes des variations sur les mêmes thèmes. Son grand-père dans la forêt, le cercle de pierre sous différents angles, quelques clichés du gîte lui-même datant de plusieurs décennies, lorsque le bois était moins patiné. Au fond de la boîte, elle trouva un morceau de papier plié. C'était une carte topographique, du genre que les gardes forestiers utilisaient, montrant les courbes de niveau et les caractéristiques du terrain. La carte couvrait la zone autour du gîte, s'étendant sur plusieurs kilomètres dans chaque direction. Son grand-père l'avait annoté au stylo. L'emplacement du gîte était entouré en rouge, et 3 autres emplacements étaient marqués d'un X rouge. À côté de chaque X, il avait écrit quelque chose. Le premier, à environ 3 km au nord-ouest du gîte, était étiqueté « 1959 ». Le deuxième, à peu près 5 km à l'est, était étiqueté « La Clairière ». Le troisième, le plus éloigné à près de 6 km au sud, était simplement étiqueté « La Cachette ». Sandrine étudia la carte attentivement. En tant que guide de montagne, elle pouvait lire la topographie comme la plupart des gens lisent un plan de ville. L'emplacement marqué, 1959, se trouvait dans une petite vallée accessible par des sentiers de gibier. La Clairière semblait être dans une zone de forêt ancienne près d'un ruisseau saisonnier. La Cachette se trouvait dans la partie la plus dense de la forêt, à une altitude légèrement plus élevée. Elle sortit sa propre carte et compara les deux. Elle reconnut les 3 endroits. Elle était passée à proximité lors de diverses randonnées guidées au fil des ans. Pas assez près pour remarquer quoi que ce soit d'inhabituel, mais assez près pour les atteindre en une journée de marche. La question était de savoir lequel correspondait à la photographie du cercle de pierre. Elle étudia de nouveau la photo, cherchant des caractéristiques identifiables. Les arbres étaient matures mais pas anciens. Le sol descendait légèrement en pente vers la gauche du cadre. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait ce qui aurait pu être un gros rocher ou un affleurement rocheux. Sa meilleure hypothèse, l'emplacement marqué, 1959. La date correspondait aux premières références dans le journal à la vérification du site, et le terrain correspondait à ce qu'elle pouvait voir sur la photographie. Sandrine prit sa décision. La pluie s'était transformée en bruine. Si elle partait maintenant, elle pourrait atteindre le premier emplacement, enquêter et revenir au gîte avant la nuit. Elle laisserait la plupart de son équipement ici, ne prendrait que de l'eau, son GPS, son appareil photo et l'équipement de sécurité de base. Elle fit rapidement son sac, puis s'arrêta à la porte. Quitter le gîte lui semblait étrange. Pas dangereux, mais significatif. Comme si en sortant pour trouver le site que son grand-père avait surveillé, elle s'engageait dans quelque chose d'irréversible. Elle pensa à sa mère, aux avertissements de rester loin de son grand-père. Elle pensa à la vie qu'elle s'était construite dans l'isolement, ne posant aucune question et n'offrant aucune explication. Sûre, séparée, seule. Puis elle pensa à la photographie au dos de laquelle son grand-père avait écrit « Pardonnez-moi ». Et elle ouvrit la porte. La forêt était silencieuse, à l'exception des gouttes de pluie tombant des branches. La clairière autour du gîte semblait différente à la lumière du jour, plus petite, plus vulnérable. Elle pouvait voir où le sentier continuait au-delà du gîte, faible mais visible, s'enfonçant plus profondément dans les arbres. Sandrine vérifia son GPS, s'orienta par rapport à la carte et commença à marcher vers le nord-ouest. Le terrain était accidenté, tout en montée au début, puis redescendant dans la vallée que son grand-père avait marquée. Pas de sentier ici. Elle devait se frayer un chemin avec précaution à travers les sous-bois et les arbres tombés. Ses bottes furent bientôt trempées, sa veste perlée d'humidité, mais elle avait marché dans des conditions pires. Elle avançait régulièrement, vérifiant son GPS toutes les quelques minutes pour rester sur la bonne voie. Après 1 heure, la forêt s'éclaircit légèrement. Elle était maintenant dans la vallée et, devant elle,
elle pouvait voir une petite clairière. Naturelle ou artificielle, elle ne pouvait pas encore le dire. Elle s'approcha lentement, regardant où elle posait les pieds. La clairière faisait peut-être 10 mètres de large, entourée d'arbres matures, et au centre, tout comme sur la photographie, se trouvait un cercle de pierre. Sandrine s'arrêta au bord et contempla la scène. Les pierres étaient patinées, couvertes de mousse et de lichen, mais elles avaient été manifestement placées par des mains humaines. Elles formaient un ovale d'environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large. À l'intérieur du cercle, le sol était légèrement affaissé, de l'herbe et des fougères poussant sur ce qui se trouvait en dessous. Elle fit lentement le tour du périmètre, prenant des photos sous différents angles. Le rocher qu'elle avait vu en arrière-plan de la photo de son grand-père était là, à environ 6 mètres au nord. Un grand affleurement de granit, fendu en deux par une ancienne force géologique. C'était l'endroit, le site que son grand-père avait vérifié pendant des décennies, l'endroit où une personne nommée Marie avait fini ses jours. Sandrine s'agenouilla à côté du cercle de pierre, la gorge serrée. Si c'était une tombe, et tout le suggérait, alors Marie était morte en 1959 ou peu avant. Elle devait être jeune, d'après le commentaire de son grand-père selon lequel elle aurait eu 19 ans en 1963. Une adolescente donc, une jeune fille morte dans ces montagnes et enterrée en secret, connue seulement de quelques personnes qui avaient fait la promesse de la garder cachée. Mais pourquoi? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi son grand-père, un garde forestier, un homme assermenté pour protéger et servir, aurait-il participé à la dissimulation de sa mort? Sandrine se leva et parcourut la clairière plus attentivement, cherchant toute autre chose que son grand-père aurait pu laisser. Près de la base du rocher, partiellement caché par des fougères, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Un bijou, en argent terni, emmêlé dans les racines d'un jeune sapin. Elle le dégagea avec précaution. Un bracelet délicat avec de petites breloques attachées. Elle essuya la saleté et examina les breloques à la lumière grise du matin. Un livre minuscule, une note de musique, un cœur. Au dos du cœur, gravé en écriture minuscule, MD. Marie D. Son nom de famille commençait par un D. Sandrine s'assit lourdement sur un tronc d'arbre tombé, le bracelet dans sa paume. C'était réel. Pas seulement la culpabilité de son grand-père ou ses entrées de journal cryptique, mais une preuve tangible d'une personne qui avait été ici, qui était morte ici, qui avait été enterrée et oubliée de tous, sauf de quelques hommes vieillissants qui avaient choisi le silence plutôt que la vérité. Elle prit des photos du bracelet sous tous les angles, puis le plaça soigneusement dans un sac en plastique de son sac à dos. Une preuve. Si cette affaire éclatait un jour quand elle éclaterait, les gens auraient besoin de preuves. La pluie avait complètement cessé maintenant, et des rayons de faible soleil perçaient à travers les nuages. Sandrine regarda de nouveau le cercle de pierre et prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser Marie ici sans la reconnaître. Elle se leva, retira son chapeau et parla à voix haute à la clairière. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas qui tu étais ni pourquoi ils t'ont enterré ici, mais je vais le découvrir. Et je ferai en sorte que les gens le sachent. Tu ne seras plus oublié. » Sa voix semblait étrange dans le silence de la forêt, mais elle se sentit mieux d'avoir parlé. Elle remit son chapeau, vérifia son GPS et entama la randonnée de retour vers le gîte. Elle avait 2 autres emplacements à inspecter, une boîte verrouillée à ouvrir et un mystère qui commençait à prendre forme dans son esprit. Son grand-père n'avait pas seulement gardé un secret. Il avait veillé sur quelqu'un qui avait été effacé de la mémoire. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il était de la responsabilité de Sandrine de ramener la vérité à la lumière. Quand Sandrine retourna au gîte, il était tôt dans l'après-midi. Elle était épuisée, mouillée et tremblante, non pas de froid, mais du poids de ce qu'elle avait trouvé. Elle alluma un feu dans le poêle à bois, utilisant du petit bois sec qu'elle avait trouvé sous une bâche sur le porche, et s'assit près de lui pendant que ses vêtements séchaient à la vapeur. Le bracelet reposait sur la table dans son sac en plastique, les breloques captant la lumière du feu. MD. Une jeune fille qui aimait les livres et la musique. Une jeune fille qui portait une breloque en forme de cœur avec ses initiales. Une jeune fille morte jeune et cachée. Sandrine sortit son téléphone. Pas de réseau si profondément dans les montagnes, mais elle avait téléchargé des cartes et des informations hors ligne avant de partir. Elle ouvrit son application de notes et commença à taper tout ce qu'elle savait, créant une chronologie, un enregistrement de faits qui ne pourrait pas être contesté plus tard. 1959, Marie D. Meurt ou disparaît, enterrée à l'emplacement marqué sur la carte du grand-père.
1962, grand-père commence les entrées de journal sur le site et la promesse. 1967, dernière entrée de journal mentionne les autres qui savent et l'espoir que le secret meurt avec eux. 1974, la famille de Sandrine déménage soudainement. Sa mère coupe tout contact avec le grand-père. Présent, Sandrine hérite du gîte et découvre la vérité. Elle fixa la chronologie. Il y avait des lacunes, d'énormes lacunes dans l'histoire. Qui était Marie? Comment était-elle morte? Qui d'autre était impliqué dans la dissimulation et que s'était-il passé en 1967 pour que son grand-père arrête d'écrire dans le journal? Elle avait besoin de plus d'informations. La boîte en métal verrouillée sous le lit. Ce qu'elle contenait pourrait fournir des réponses. Mais sans la combinaison, elle était inutile. Sandrine se leva et arpenta le petit gîte, réfléchissant. Son grand-père avait été méthodique. Il lui avait laissé le gîte, le journal, la carte. Il voulait qu'elle trouve ces choses, ce qui signifiait qu'il voulait probablement aussi qu'elle ouvre la boîte. La combinaison devait être quelque chose qu'elle pouvait trouver, quelque chose de significatif. Elle essaya de nouveau les dates du journal. 150 162 pour la première entrée, 301 267 pour la dernière. Rien ne fonctionna. Elle essaya 1959, la date de la carte. Toujours rien. Puis elle se souvint du bracelet. MD. Et si son grand-père avait utilisé les informations de Marie pour la combinaison? Mais elle ne connaissait pas le nom de famille de Marie, ni sa date de naissance, ne savait rien d'autre que ses 2 initiales et l'année de sa mort. Sandrine retourna à la boîte en bois et fouilla de nouveau les photographies, cherchant tout ce qu'elle aurait pu manquer. Tout au fond, sous toutes les photos, elle trouva une coupure de journal pliée. Elle la déplia avec précaution. Le papier était cassant, jauni par l'âge, mais le texte était encore lisible. Le journal des Cévennes, août 1959. Le titre disait « Les recherches se poursuivent pour la jeune fille disparue ». Les mains de Sandrine tremblaient en lisant. Les recherches pour retrouver Marie Durand, 16 ans, d'un hameau en Auvergne, sont entrées dans leur 5e jour lundi sans aucun signe de l'adolescente disparue. Marie a été vue pour la dernière fois le 15 juillet lors d'un séjour en camping familial près du col de la Luzette. Elle a dit à ses parents qu'elle partait pour une courte randonnée et n'est jamais revenue. Les équipes de recherche et de sauvetage, y compris les gardes forestiers de l'ONF et des groupes de bénévoles, ont couvert plus de 100 km² de terrain sans trouver la moindre trace de la jeune fille. Nous n'abandonnons pas, a déclaré l'adjudant-chef de gendarmerie Thomas Bernard. Ces montagnes peuvent être impitoyables, mais nous devons à la famille Durand de ramener leur fille à la maison. Marie est décrite comme mesurant un M62, pesant environ 50 kg, avec des cheveux et des yeux bruns. Elle portait un jean bleu, un t-shirt blanc et des chaussures de randonnée. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la brigade de gendarmerie de l'Aveyron. Sous l'article, il y avait une photographie, une photo d'école d'une jeune fille au sourire timide et aux yeux doux. Marie Durand. La légende disait, Marie Durand, disparue depuis le 15 juillet. Sandrine posa le journal et ferma les yeux. Marie Durand, 16 ans, disparue le 15 juillet 1959. Jamais retrouvée, du moins pas officiellement. Mais son grand-père savait où elle était. Il avait été là, avait peut-être aidé à cacher son corps, ou du moins avait caché la vérité sur ce qui lui était arrivé. Elle prit la boîte verrouillée et essaya une nouvelle combinaison, un 507. Le 15 juillet. Le cadenas s'ouvrit avec un déclic. Sandrine souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un autre journal, plus épais que le premier. En dessous, une liasse de billets, de vieux francs, probablement plusieurs milliers. Et au fond, une enveloppe scellée avec une inscription sur le devant, à celui ou celle qui trouvera ceci. Elle mit de côté l'argent et l'enveloppe et prit le journal. Celui-ci était daté de 1958 à 1961. Il reprenait là où le premier avait commencé, chronologiquement. Elle l'ouvrit à la première page et commença à lire. 1er janvier 1968. Je commence un nouveau journal car l'ancien est plein et parce que j'ai besoin d'écrire ceci, même si personne ne le lit jamais. J'ai besoin d'expliquer ce que j'ai fait et pourquoi, même s'il n'y a aucune explication qui le justifie. Marie Durand n'est pas morte dans un accident. Elle a été tuée. Et j'ai aidé à cacher son corps pour protéger quelqu'un qui ne méritait pas d'être protégé. Je me suis dit pendant 8 ans que je l'avais fait pour de bonnes raisons. Pour protéger une famille,
pour éviter plus de douleur. Mais la vérité est plus simple et plus laide. J'ai été un lâche. J'ai choisi la loyauté plutôt que la justice. Et je vis avec ce choix chaque jour depuis. La poitrine de Sandrine se serra. Elle continua à lire, la confession de son grand-père se déroulant sur les pages. Le garçon avait 17 ans, le fils de mon meilleur ami. Lui et Marie étaient proches. Je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé ce jour-là, mais je sais qu'il était avec elle quand elle est tombée, ou a été poussée. Même maintenant, je ne sais pas lequel des deux. Il est venu me voir en panique, a dit qu'il y avait eu un accident, qu'elle était morte. J'aurais dû le signaler tout de suite. J'aurais dû laisser la loi s'en occuper. Mais il pleurait, terrifié. Et son père, mon ami, m'a supplié de les aider. A dit que le garçon avait un avenir, que cela détruirait toute la famille. Ils ont promis de l'envoyer loin, de lui trouver de l'aide, de s'assurer que quelque chose comme ça n'arriverait plus jamais. Je les ai crus. Que Dieu me pardonne, je les ai crus. Nous avons enterré Marie dans la vallée où elle était tombée. Nous avons fait en sorte que cela ressemble à un terrain naturel. L'histoire officielle était qu'elle s'était perdue et était morte d'hypothermie quelque part dans l'arrière-pays. Après quelques semaines, les recherches ont été annulées. Sa famille a eu des funérailles avec un cercueil vide, et le garçon est parti à l'école militaire de Saint-Cyr. Pendant un temps, je me suis dit que nous avions fait ce qu'il fallait. Marie était morte. Rien ne pouvait changer ça. Le garçon recevait de l'aide. La famille était épargnée par la publicité d'un procès, la honte d'une condamnation. Mais ensuite j'ai commencé à penser à la mère de Marie. À la façon dont elle ne saurait jamais ce qui était arrivé à sa fille, à la façon dont elle passerait le reste de sa vie à se demander. Et j'ai compris que ce que nous avions fait n'était pas de la miséricorde. C'était de la cruauté. Sandrine dut arrêter de lire. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, sa vision brouillée. Son grand-père avait fait partie d'une dissimulation. Avait aidé à cacher la mort d'une adolescente, peut-être un meurtre, pour protéger le fils d'un ami. L'énormité de la chose était stupéfiante. Mais il avait ressenti de la culpabilité. C'était clair. Il avait veillé sur la tombe de Marie pendant des décennies, s'assurant que personne ne la dérange, s'assurant qu'elle ne soit pas entièrement oubliée. Ce n'était pas la rédemption, mais c'était quelque chose. Elle retourna au journal et continua à lire. Les entrées couvraient des années de la veillée de son grand-père, son isolement croissant alors qu'il se retirait de ses amis et de sa famille, incapable de vivre avec le secret, mais refusant de le révéler. Dans une entrée de 1974, elle trouva une référence à sa mère. Ma fille sait que quelque chose ne va pas. Elle pose des questions sur pourquoi je passe tant de temps dans les montagnes, pourquoi je ne parle pas de mon travail. Hier, elle a trouvé une photographie, une de celles que j'ai prises du lieu de repos de Marie. J'ai inventé une excuse, mais j'ai vu qu'elle ne me croyait pas. J'ai peur qu'elle continue à creuser. J'ai peur qu'elle trouve la vérité, et que cela la détruise comme ça me détruit. Je dois la protéger de ça, même si cela signifie la perdre. C'était donc pour ça qu'ils avaient déménagé. Sa mère s'était trop approchée de la vérité, et son grand-père les avait repoussés pour la protéger de cette connaissance. Sandrine essuya ses yeux et continua à lire. Les entrées ultérieures mentionnaient les autres personnes qui avaient su. Le père du garçon, un médecin local qui avait aidé à l'enterrement, un adjudant-chef de gendarmerie qui avait été payé pour arrêter l'enquête. Tous plus âgés, tous finissant par mourir. En 1985, son grand-père écrivit « Je suis le dernier à savoir où Marie est enterrée ». Le garçon, un homme maintenant, prospère à ce qu'on dit, s'est construit une vie loin d'ici. Peut-être pense-t-il à ce qu'il a fait. Peut-être pas. Je ne sais pas et je ne peux pas demander. Je tiens juste ma promesse de vérifier le site, de m'assurer qu'elle repose en paix. C'est tout ce que je peux faire pour elle maintenant. Le journal se terminait là, mais Sandrine réalisa que les dates se chevauchaient avec le premier journal. Son grand-père avait dû tenir plusieurs journaux en même temps, ou les avait réécrits. Elle ferma le journal et resta assise en silence, le feu crépitant dans le poêle. Dehors, le soleil se couchait, la lumière virant à l'orange, puis au gris. Elle devait prendre une décision. Elle pouvait prendre ce qu'elle avait trouvé et aller voir les autorités. La famille de Marie Durand avait peut-être encore des parents qui méritaient de connaître la vérité. La justice était peut-être encore possible, même après toutes ces années.
Mais il y avait des complications. Son grand-père était mort depuis des semaines. Le garçon, maintenant un homme de plus de 70 ans, s'était construit une vie. Les autres personnes impliquées étaient toutes mortes. Que ferait la révélation de la vérité, à part causer de la douleur? Sandrine se leva et se dirigea vers la porte, l'ouvrant à l'air du soir. La forêt était calme, paisible. Elle avait gardé ce secret pendant des décennies. Peut-être était-il destiné à le rester. Mais ensuite, elle pensa à la mère de Marie Durand, qui était morte sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Elle pensa à une jeune fille de 16 ans enterrée dans une tombe anonyme, sa vie écourtée puis effacée de la mémoire. Elle pensa à sa propre mère, endommagée par des secrets qu'elle avait sentis mais jamais entièrement compris. Non, le silence n'avait servi personne. Il avait juste préservé le confort des coupables et refusé la paix aux innocents. Sandrine prit sa décision. Elle découvrirait tout. Elle visiterait les 2 autres endroits sur la carte. Elle documenterait chaque preuve. Et puis elle déciderait quoi faire de la vérité que son grand-père lui avait laissée. Mais d'abord, elle devait lire ce qui se trouvait dans l'enveloppe scellée. Sandrine n'ouvrit pas l'enveloppe cette nuit-là. Elle se dit qu'elle était trop fatiguée, qu'elle avait besoin de repos avant d'assimiler quoi que ce soit de plus. Mais la vérité, c'est qu'elle avait peur. Quoi que son grand-père ait écrit à celui ou celle qui trouvera ceci, cela changerait les choses, la forcerait à agir d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore prévoir. Elle dormit de nouveau par intermittence, se réveillant plusieurs fois au bruit de la forêt s'installant autour du gîte. Chaque fois, elle fixait l'enveloppe sur la table, blanche dans l'obscurité, en attente. Le matin arriva, froid et clair. Sandrine prépara du café et du porridge, se forçant à manger, même si elle n'avait pas d'appétit. Puis elle s'assit à la table, prit l'enveloppe et la déchira soigneusement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier couverte de l'écriture de son grand-père. La lettre était datée de 3 semaines avant sa mort. À celui ou celle qui trouvera ceci, j'écris ceci depuis l'hôpital où l'on me dit qu'il me reste peut-être un mois à vivre. Le cancer. À mon âge, ce n'est pas inattendu, mais cela signifie que je manque de temps pour faire ce que j'aurais dû faire il y a 60 ans. Dire la vérité. Si vous lisez ceci, vous avez trouvé les journaux. Vous avez probablement trouvé la carte. Peut-être avez-vous même trouvé la tombe de Marie. Je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être un étranger qui a acheté le gîte aux enchères. Peut-être de la famille. Mais qui que vous soyez, vous méritez de connaître toute l'histoire. Marie Durand n'était pas la seule. En 1962, 3 ans après la mort de Marie, il y a eu une autre jeune fille, Jeanne Martin, 14 ans. Elle a disparu lors d'un séjour en camping avec des amis. Les mêmes circonstances, le même endroit, plus ou moins, et le même garçon, maintenant un jeune homme, était responsable. Mais cette fois, il y avait un témoin. Une autre jeune fille qui était avec eux, qui a vu ce qui s'est passé et s'est enfuie. Le garçon et son père sont revenus me voir, désespérés. Ils ont dit que c'était un accident, que le garçon avait des problèmes, qu'il lui obtenait de l'aide. Ils m'ont supplié de les aider à cacher le corps de Jeanne comme j'avais aidé pour Marie. J'ai d'abord refusé. J'ai dit que j'irais à la gendarmerie, que j'aurais dû y aller il y a des années. Mais alors le père m'a dit qui était le témoin. Ma propre fille. Elle avait 17 ans. Elle était à ce séjour en camping. Elle avait vu le garçon tuer Jeanne et s'était échappée. Et si j'allais à la gendarmerie, si je disais la vérité sur Marie et Jeanne, ma fille devrait témoigner, et la famille s'assurerait qu'elle soit blâmée d'une manière ou d'une autre, ou pire. Ils avaient l'argent et le pouvoir de faire des choses terribles. Alors, j'ai refait le même choix. J'ai aidé à cacher le corps de Jeanne à l'endroit marqué sur la carte comme la clairière. J'ai fait promettre à ma fille de ne jamais parler de ce qu'elle avait vu. Et j'ai déménagé notre famille loin de la région pour qu'elle soit à l'abri de l'influence de cette famille. J'ai détruit la vie de ma fille pour la protéger. Elle ne s'est jamais remise de garder ce secret. Et je ne me suis jamais pardonné de lui avoir demandé de le garder. Le nom du garçon est Nicolas Delacroix. Son père était Pierre Delacroix, qui possédait la moitié des exploitations forestières du département. Ils sont tous les deux vivants. Nicolas a plus de 70 ans. Pierre doit avoir plus de 90 ans, s'il respire encore. Nicolas est devenu un homme d'affaires, respectable à tous égards. Il a des enfants, des petits-enfants, une bonne réputation.
Et 2 jeunes filles sont enterrées dans ces montagnes, oubliées de tous sauf de moi. Je ne sais pas ce que vous devriez faire de cette information. La loi pourrait ne pas s'en soucier après tout ce temps. Prescription, manque de preuves, le fait que toutes les personnes impliquées sont vieilles ou mortes. Mais les familles de ces jeunes filles méritaient de savoir. Elles méritaient d'enterrer leurs filles correctement et de comprendre ce qui s'est passé. Je les ai trahies. Peut-être que vous ne le ferez pas. Le 3e emplacement sur la carte, la cachette, est l'endroit où j'ai essayé de faire une chose juste. Vous comprendrez quand vous le trouverez. Je suis désolé de vous transmettre ce fardeau, mais je suis aussi reconnaissant. Je l'ai porté seul si longtemps. Jean Dubois. Sandrine posa la lettre, les mains tremblantes. Sa mère. Sa mère avait été témoin d'un meurtre, avait été menacée, avait été forcée de se taire pour se protéger. Tout ce qui concernait l'anxiété de sa mère, sa peur, ses avertissements de rester loin de son grand-père. Tout cela prenait un sens terrible maintenant. Et il y avait eu 2 victimes, pas une. Jeanne Martin. Une autre famille qui avait passé des décennies sans savoir. Sandrine se leva et arpenta le gîte, son esprit en ébullition. Nicolas Delacroix. Le nom ne lui disait rien. Mais s'il venait d'une riche famille de l'industrie du bois, il y aurait des archives, des informations. Elle pourrait le trouver, confirmer qu'il était réel, que tout cela était vrai. Mais que ferait-elle alors? Confronter un vieil homme avec des accusations datant de 60 ans? Aller à la gendarmerie avec rien d'autre que des journaux et des corps enterrés? Son grand-père avait raison. La loi pourrait ne pas s'en soucier. Mais la vérité comptait. La justice comptait. Même une justice tardive. Elle sortit son téléphone et vérifia ses fichiers téléchargés. Pas de signal cellulaire ici, mais elle avait téléchargé des informations sur l'histoire et les entreprises régionales avant de quitter la civilisation. Elle chercha « Forêt de la Croix-Aveyron ». Plusieurs résultats apparurent. Forêt de la Croix SA. Fondée en 1923, l'un des plus grands opérateurs de la région jusqu'aux années 1980. Vendu à une société multinationale en 1987. Pierre Delacroix, PDG jusqu'à sa retraite en 1985. Nicolas Delacroix, président de la société de 1975 à 1987, puis s'est tourné vers l'investissement privé et la philanthropie. Une photographie d'un profil d'entreprise de 1980 montrait Nicolas Delacroix à 50 ans, l'air distingué, les cheveux argentés, un costume cher. La légende notait son travail caritatif et son leadership communautaire. Rien sur des jeunes filles mortes dans les montagnes. Sandrine se sentit mal. Cet homme avait tué 2 adolescentes et mené une vie confortable et honorée. N'avait probablement jamais fait face à des conséquences au-delà de la culpabilité privée qu'il aurait pu ressentir, s'il en ressentait. Elle devait voir les autres sites. Devait trouver la tombe de Jeanne et le 3e emplacement que son grand-père avait mentionné. Ensuite, elle devait décider quoi faire de tout cela. Elle fit rapidement son sac, ne prenant que l'essentiel. Le 2e emplacement, la Clairière, était à 5 km à l'est, un terrain accessible mais difficile. Si elle partait maintenant, elle pourrait l'atteindre en début d'après-midi, enquêter et revenir avant la nuit. La randonnée fut plus dure que la première. Le terrain montait brusquement, traversant plusieurs crêtes avant de redescendre dans une vallée étroite avec un ruisseau saisonnier. Le GPS de Sandrine la guidait, mais les sous-bois étaient épais et plusieurs fois, elle dut faire un détour pour éviter des enchevêtrements impossibles de broussailles et d'arbres morts. Après 2 heures, elle atteignit la zone que son grand-père avait marquée. La clairière faisait référence à un bosquet de vieux cèdres, leurs troncs massifs s'élevant comme des piliers. Le sol de la forêt était relativement dégagé ici, ombragé par la dense canopée au-dessus. Et dans une petite clairière entre les plus grands arbres, elle trouva un autre cairn de pierre. Celui-ci était mieux entretenu que celui de Marie. Les pierres étaient disposées plus soigneusement, et quelqu'un avait récemment défriché la végétation, au cours de la dernière année, supposa Sandrine. Son grand-père, lors de ses dernières visites avant de tomber trop malade. Elle s'agenouilla à côté du cairn et sentit des larmes lui piquer les yeux. Jeanne Martin, 14 ans, morte depuis plus de 60 ans, cachée pour protéger un meurtrier. Elle se demanda si quelqu'un se souvenait encore de Jeanne, si sa famille avait abandonné l'espoir, tenu des funérailles, essayé d'aller de l'avant. Ou si quelque part, un frère ou une sœur âgée se demandait encore ce qui s'était passé ce jour-là dans les montagnes. Sandrine photographia tout sous plusieurs angles,
documentant l'emplacement avec son GPS. Contrairement à la tombe de Marie, elle ne trouva aucun objet personnel ici. Pas de bracelet, aucune preuve au-delà des pierres elles-mêmes. Peut-être que les affaires de Jeanne avaient été enlevées par Nicolas ou son père. Peut-être avait-elle simplement été perdue avec le temps et les intempéries. Elle s'assit sur un tronc d'arbre tombé et sortit sa gourde, buvant lentement tout en réfléchissant. 2 tombes, 2 victimes, un seul homme responsable. Son grand-père complice des 2 dissimulations, bien que la deuxième fois, il ait été contraint par des menaces contre sa fille. La complexité de la situation était écrasante. Son grand-père n'était ni purement coupable ni purement innocent. Il avait fait des choix terribles. Mais certains avaient été faits sous la contrainte. Il avait gardé le silence, mais avait aussi veillé, s'assurant que les jeunes filles ne soient pas complètement oubliées. Il avait vécu avec la culpabilité, mais n'avait pas eu le courage de révéler la vérité de son vivant. Et maintenant, c'était le choix de Sandrine, son fardeau, sa responsabilité. Elle se leva et se prépara pour la randonnée de retour au gîte. Demain, elle visiterait le 3e emplacement, la cachette. Son grand-père avait dit qu'elle comprendrait quand elle le trouverait, que c'était là qu'il avait essayé de faire quelque chose de bien. Elle avait besoin de le voir. Avait besoin de l'image complète avant de décider de la suite. Le retour fut plus rapide, son corps se souvenant du chemin. Elle atteignit le gîte alors que le soleil se couchait, ses muscles endoloris, mais son esprit clair. Elle alluma un autre feu, prépara un dîner simple, et s'assit à la table avec les journaux et la lettre étalée devant elle. Nicolas Delacroix avait échappé à la justice pendant plus de 60 ans. Il était vieux maintenant, pensait probablement s'en être tiré complètement, dormait probablement bien la nuit, sa conscience tranquille, ou du moins apaisée par le temps et la distance. Sandrine prit une décision. Quoi qu'elle trouve au 3e emplacement, quoi que son grand-père y ait laissé, elle apporterait tout aux autorités. Elle contacterait les familles de Marie et Jeanne si des parents vivaient encore. Elle s'assurerait que la vérité éclate, peu importe le temps qui s'était écoulé. 2 jeunes filles méritaient d'être commémorées. 2 familles méritaient des réponses. Et un homme méritait de faire face à ce qu'il avait fait, même si les conséquences arrivaient 60 ans plus tard. Elle espérait juste avoir la force d'aller jusqu'au bout. Le 3e jour au gîte se leva, froid et lumineux. Sandrine se réveilla avec une détermination nouvelle, sa décision prise. Elle visiterait la cachette, rassemblerait toutes les preuves que son grand-père y avait laissées, puis redescendrait. Il était temps de quitter les montagnes et d'entrer dans le monde compliqué des rapports de gendarmerie, des notifications aux familles et des conséquences juridiques qui pourraient encore exister pour un meurtrier septuagénaire. Mais d'abord, elle devait voir ce que son grand-père entendait par « essayer de faire quelque chose de bien ». La randonnée vers la cachette fut la plus longue, 6 kilomètres au sud à travers une forêt de plus en plus dense. Le terrain était difficile, tout en montée, et Sandrine dut s'arrêter fréquemment pour vérifier son GPS et s'assurer qu'elle ne s'était pas égarée. Pas de sentier ici. C'était le véritable arrière-pays, le genre de forêt qui pouvait avaler une personne si elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Après 3 heures de montée régulière, elle atteignit un plateau épais de bois anciens. Les arbres ici étaient énormes, des cèdres et des sapins qui se dressaient depuis des siècles, leurs troncs plus larges qu'elle ne pouvait les entourer de ses bras. Le sol de la forêt était tapissé de mousse et de fougères, et l'air sentait la terre, la décomposition et le bois ancien. Elle vérifia son GPS. Elle était proche, à peut-être 100 mètres de l'emplacement marqué. Elle avança lentement maintenant, scrutant la forêt à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Et puis elle le vit. Un cèdre massif, plus grand que tous les autres, son tronc tordu et noueux par l'âge. À sa base, clairement visible même de loin, il y avait des gravures dans l'écorce. Sandrine s'approcha avec précaution, son cœur battant la chamade. Les gravures étaient anciennes, patinées, mais toujours lisibles. À hauteur des yeux, quelqu'un avait gravé 2 séries d'initiales et de dates. MD 1959. JM 1962. Un mémorial. Son grand-père avait créé un mémorial pour les jeunes filles, où quiconque le trouverait saurait qu'elles avaient existé, qu'elles étaient mortes. Sous les initiales, gravées dans la même écriture soignée, « Pardonnez-nous. Pardonnez-moi ». Sandrine appuya sa main contre l'écorce, sentant les sillons rugueux que son grand-père avait taillés il y a des décennies. C'était ce qu'il entendait par essayer de faire quelque chose de bien. Il ne pouvait pas leur rendre justice, ne pouvait même pas leur donner de véritables tombes avec leur nom.
Mais ils pouvaient marquer leur existence, laisser une preuve que quelqu'un s'était soucié d'elle. Elle photographia les gravures sous tous les angles, puis fit le tour de la base de l'énorme arbre. À l'arrière, caché à la vue de tous, il y avait un creux dans le tronc, une cavité naturelle que quelqu'un avait agrandie et munie d'un couvercle en bois. Sandrine retira le couvercle avec précaution. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal, similaire à celle sous le lit du gîte, mais plus petite. Celle-ci n'était pas verrouillée. Elle la sortit et s'assit avec elle sur le sol moussu. À l'intérieur de la boîte, des documents juridiques. Des copies de rapports de gendarmerie, ou de tentatives de rapport. Le premier était daté d'août 1959, signé par son grand-père, et soumis à la brigade de gendarmerie de l'Aveyron. Il détaillait la découverte de preuves de la mort de Marie Durand, fournissait un emplacement et demandait une enquête. Tamponné en travers en encre rouge, sans fondement, aucune preuve. Le deuxième rapport, daté de juillet 1962, décrivait le témoignage de la découverte du corps de Jeanne Martin et nommait Nicolas Delacroix comme responsable. Celui-ci était tamponné, preuve insuffisante. Affaire classée. Il y avait 3 autres tentatives, chacune adressée à différentes agences, la gendarmerie nationale, le procureur du département, même la police judiciaire. Tout tamponné avec des variations du même message, aucune preuve, motifs insuffisants, affaire classée. Au fond de la boîte, Sandrine trouva des lettres. Une correspondance entre son grand-père et un avocat nommé Henri Chevalier, datée de 1963. Chevalier avait écrit « Monsieur Dubois, je comprends vos préoccupations, mais je dois vous conseiller de cesser immédiatement ces allégations. La famille Delacroix a engagé un avocat et engagera des poursuites pour diffamation si vous continuez. Vous n'avez aucune preuve matérielle, aucun témoin disposé à témoigner, et aucune base légale. De plus, votre propre implication dans la prétendue dissimulation vous expose à une responsabilité pénale. Je vous suggère fortement de laisser cette affaire en l'état. » La réponse de son grand-père, de son écriture soignée, « Je comprends les risques, mais ces jeunes filles méritent la justice. Leur famille mérite la vérité. Je continuerai à poursuivre cette affaire par toutes les voies légales disponibles jusqu'à ce que quelqu'un écoute. » Mais personne n'avait écouté. Ou plus précisément, des personnes puissantes s'étaient assurées que personne n'écoute. L'argent et l'influence de la famille Delacroix avaient étouffé chaque enquête avant qu'elle ne commence. Ils avaient menacé son grand-père de poursuites pour sa propre implication, le réduisant au silence. Et sans preuve matérielle ni témoin, avec sa mère trop terrifiée pour parler, il ne pouvait rien faire. Alors, il avait créé cette archive. La preuve qu'il avait essayé. La documentation de l'échec institutionnel, de la corruption, de la façon dont la richesse avait acheté le silence. Il l'avait cachée ici, près de l'arbre qu'il avait marqué comme mémorial, espérant qu'un jour quelqu'un la trouverait et réussirait là où il avait échoué. Sandrine était assise, entourée des preuves des tentatives de son grand-père pour obtenir justice et de l'échec du système à la fournir. Elle ressentit un étrange mélange d'émotions. La colère face à la corruption, la tristesse pour la défaite de son grand-père, mais aussi le respect. Il avait essayé, contre toute attente, faisant face à des menaces pour lui-même et sa famille. Il avait essayé de faire ce qui était juste. Elle rangea tout soigneusement dans son sac à dos. Les documents, les photographies, les coordonnées GPS des 3 sites. Elle avait tout maintenant. L'histoire complète de ce qui était arrivé à Marie Durand et Jeanne Martin. La dissimulation, la complicité de son grand-père et ses tentatives de rédemption. Et le nom de l'homme responsable de tout cela, Nicolas Delacroix. S'il était encore en vie, et ses recherches le suggéraient, il aurait environ 74 ans. Vivant confortablement à Paris, selon les informations qu'elle avait trouvées, entouré de sa famille et de ses amis qui le considéraient comme un homme d'affaires et philanthrope prospère. Un homme qui s'en était tiré avec 2 meurtres. La question était de savoir si quelque chose pouvait être fait maintenant. Plus de 60 ans s'étaient écoulés. Les preuves matérielles seraient dégradées. Les témoins étaient morts ou, dans le cas de sa mère, traumatisés et peut-être réticents à parler. Les délais de prescription pourraient s'appliquer, bien que Sandrine ne soit pas sûre qu'il y en ait un pour le meurtre. Mais même si des poursuites pénales n'étaient pas possibles, il y avait d'autres formes de justice. L'exposition publique, la ruine d'une réputation soigneusement construite, la connaissance pour les familles de Marie et Jeanne de ce qui s'était réellement passé. Ces choses n'étaient peut-être pas une justice parfaite, mais c'était quelque chose.
Sandrine se leva et jeta un dernier regard à l'arbre mémorial. Les gravures dureraient encore des décennies, peut-être des siècles si l'arbre survivait. MD et JM. Deux jeunes filles qui méritaient de longues vies et n'avaient eu que des morts brèves et tragiques et des tombes anonymes. Je ferai en sorte que les gens sachent, dit-elle à voix haute. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas oubliés. La forêt était silencieuse, mais elle se sentit entendue. Sentit le poids de la promesse s'installer sur ses épaules, aux côtés de toutes les autres qu'elle avait accumulées au cours des 3 derniers jours. La randonnée de retour au gîte prit la majeure partie de l'après-midi. Au moment où elle arriva, le soleil était bas et l'air était devenu froid. Elle alluma un feu une dernière fois et tria tout ce qu'elle avait rassemblé. Il y a 3 jours, elle était venue ici en ne s'attendant à rien d'autre qu'un bâtiment en décomposition et peut-être un aperçu des raisons pour lesquelles son grand-père avait repoussé sa famille. Au lieu de cela, elle avait trouvé le meurtre et la dissimulation, la corruption et l'échec institutionnel, et un fardeau de vérité qui reposait maintenant entièrement sur elle. Elle pensa à appeler sa mère, à lui demander directement ce dont elle avait été témoin, les années de peur et de silence. Mais cette conversation devait avoir lieu en personne, face à face. Ce serait difficile, peut-être la conversation la plus difficile de la vie de Sandrine, mais c'était nécessaire. Demain, elle redescendrait. Le sentier devrait être praticable maintenant, la boue suffisamment séchée pour permettre un déplacement sûr. Elle chargerait tout dans son sac, journaux, documents, photographies, même le bracelet qu'elle avait trouvé sur la tombe de Marie. Elle conduirait directement au siège de la gendarmerie nationale à Lyon, évitant la brigade locale qui avait trahi son grand-père des décennies plus tôt. Et puis elle laisserait le processus se dérouler. Quoi qu'il arrive ensuite, enquête, attention médiatique, notification aux familles, confrontation avec Nicolas Delacroix où elle y ferait face. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que c'était juste. Parce que 2 jeunes filles méritaient qu'on se souvienne d'elles, et qu'un homme méritait de faire face à ce qu'il avait fait. Son grand-père avait choisi la peur plutôt que le courage, la loyauté plutôt que la justice. Il avait payé pour ses choix par des décennies de culpabilité et d'isolement. Sandrine ne ferait pas les mêmes erreurs. Elle serait plus courageuse qu'il ne l'avait été. Elle dirait la vérité, peu importe le coût. Elle s'allongea dans son sac de couchage pour la dernière fois, le gîte craquant autour d'elle dans le vent. Demain, tout changerait. Demain, elle quitterait cet endroit pour un avenir qu'elle ne pouvait pas prédire. Mais ce soir, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis son arrivée. Le poids était toujours là, mais il semblait différent maintenant. Pas écrasant, mais porteur de sens. Elle savait ce qu'elle devait faire, et elle savait qu'elle le ferait. Sandrine se réveilla avant l'aube, fit son sac méthodiquement et se prépara à partir. Elle avait nettoyé le gîte, le restaurant autant que possible à l'état où elle l'avait trouvé, moins les boîtes en métal et leur contenu, qui étaient maintenant en sécurité dans son sac à dos. Elle se tint une dernière fois sur le seuil, regardant l'espace qui avait été scellé pendant 60 ans, gardant ses secrets. Puis elle se souvint de l'enveloppe, celle que son grand-père avait scellée, adressée à celui ou celle qui trouvera ceci. Elle avait lu sa lettre, mais n'avait pas examiné l'enveloppe elle-même de près. Quelque chose la dérangeait. Elle la sortit de son sac et l'étudia à la première lumière. L'enveloppe était épaisse, plus épaisse qu'une seule feuille de papier ne devrait la rendre. Elle la retourna et vit ce qu'elle avait manqué auparavant. Un deuxième compartiment scellé, une poche cachée créée en pliant et en collant une couche supplémentaire de papier. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait avec précaution. À l'intérieur se trouvait une autre lettre. Celle-ci lui était adressée spécifiquement. Sandrine, si tu lis ceci, tu as tout trouvé. Les journaux, les cartes, les tombes. Tu sais pour Marie et Jeanne. Tu sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais il y a plus. Quelque chose que je ne pouvais pas écrire dans l'autre lettre parce que j'avais besoin que tu vois le reste d'abord, que tu comprennes le contexte avant que je te dise cette vérité finale. Le témoin que j'ai mentionné, la jeune fille qui a vu Nicolas tuer Jeanne, c'était ta mère. Tu l'as probablement compris maintenant. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a essayé de le signaler. Elle est venue me voir en premier, terrifiée, et m'a supplié de l'aider à aller à la gendarmerie. Elle voulait faire ce qui était juste. C'est moi qui l'ai arrêtée. Je l'ai convaincue que témoigner la mettrait en danger, que la famille Delacroix se vengerait, que la meilleure chose était le silence et la distance. Je lui ai dit que c'était pour la protéger. Mais la vérité était plus compliquée. Je me protégeais moi-même aussi.
Si elle témoignait, mon rôle dans la dissimulation de la mort de Marie serait révélé. Je ferais face à des poursuites, peut-être à la prison. Alors, j'ai sacrifié la tranquillité d'esprit de ma fille pour me sauver. J'ai déménagé la famille, je lui ai fait promettre de ne jamais en parler, et je l'ai regardé souffrir pendant des décennies sous le poids de ce secret. Ta mère est la clé de la justice maintenant. Elle est le seul témoin vivant de ce que Nicolas a fait. Mais je ne sais pas si elle parlera. La peur et le traumatisme sont profonds. Elle pourrait refuser. Et je ne peux pas lui demander. Je serai parti quand tu liras ceci. C'est pourquoi je t'ai laissé ça. Pas seulement le gîte et les preuves, mais le choix. Tu peux apporter ce que tu as trouvé aux autorités. Mais sans le témoignage de ta mère, ce n'est que la parole d'un homme mort et quelques vieux documents. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Tu devras lui demander. Tu devras rouvrir des blessures qui n'ont jamais guéri. Et je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour tout. Mais il y a une dernière chose que tu dois savoir. Et c'est la vérité la plus dure de toutes. Nicolas Delacroix ne s'est pas arrêté à deux. En 1965, 3 ans après Jeanne, il y a eu une autre disparition. Une jeune fille nommée Françoise Leclerc, 15 ans, a disparu lors d'un camp scolaire. Je n'étais pas directement impliqué cette fois-là. J'avais déjà déménagé ma famille. Mais j'en ai entendu parler et j'ai reconnu le lieu, les circonstances, le don soudain de la famille au fond de recherche. Tout indiquait le même schéma. Je suis retourné dans ces montagnes seul et j'ai cherché. Ça m'a pris 2 semaines, mais je l'ai trouvée, ou j'ai trouvé où elle avait été enterrée. Les Delacroix avaient appris des erreurs précédentes. Cette tombe était mieux cachée, plus profondément dans l'arrière-pays. J'ai essayé de le signaler, j'ai utilisé toutes les voies légales que j'avais épuisées auparavant, mais à ce moment-là, je n'avais aucune crédibilité. J'étais le garde forestier qui avait porté de fausses accusations contre une famille respectée. Personne ne voulait m'écouter. Alors, j'ai marqué l'emplacement sur une carte et je l'ai ajouté à l'archive de la cachette. Je ne pouvais pas la sauver. Je ne pouvais même pas lui obtenir un enterrement décent. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'assurer que quelqu'un, un jour, le sache. 3 jeunes filles, Sandrine. 3 familles qui n'ont jamais eu de réponse. Et un homme qui a continué à tuer parce que personne ne l'a arrêté. Je ne sais pas s'il en a tué d'autres. J'ai quitté la région en 1967, j'ai pris ma retraite anticipée et j'ai essayé de disparaître de la culpabilité. Peut-être qu'il s'est arrêté. Peut-être que le schéma s'est terminé. Ou peut-être y a-t-il d'autres tombes que je n'ai jamais trouvées. C'est ce que je te donne. Le fardeau de savoir. La responsabilité de décider quoi faire de cette connaissance. J'ai trahi ces jeunes filles. J'ai trahi ma fille. Je me suis trahi moi-même. Ne les trahis pas comme je l'ai fait. Tu as toujours été courageuse. Même enfant, tu posais des questions difficiles. Tu n'acceptais pas les réponses faciles. C'est pour ça que tu es parti. Tu ne supportais pas le silence de ta mère ou ma distance. Tu avais besoin de vérité, même quand ça faisait mal. Utilise ce courage maintenant. Trouve ta mère. Demande-lui de parler. Et si elle ne peut pas ou ne veut pas, alors parle pour elles toutes. Pour Marie, pour Jeanne, pour Françoise, pour chaque jeune fille que Nicolas Delacroix a blessée, et pour chaque jeune fille qu'il aurait pu blesser si quelqu'un l'avait arrêté plus tôt. Je sais que c'est injuste. Tu n'as pas demandé ce fardeau, mais tu es la seule qui puisse le porter maintenant. La seule qui puisse donner à ces jeunes filles ce qu'elles méritaient. La reconnaissance, la justice, la paix. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même à travers la distance et le silence. Je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour faire ça moi-même. Sois plus forte que moi. La carte de la cachette inclut l'emplacement où je crois que Françoise est enterrée. Les coordonnées sont marquées au crayon au dos. Je n'ai jamais parlé d'elle à personne d'autre. Tu es la première. Pardonne-moi si tu le peux. Mais plus important encore, termine ce que je n'ai pas pu faire. Grand-père. Sandrine s'assit lourdement sur le sol du gîte, la lettre tremblant dans ses mains. 3 victimes, pas 2. 3 jeunes filles mortes et enterrées en secret, et peut-être plus que son grand-père n'a jamais trouvé. Françoise Leclerc. Elle sortit son téléphone et chercha dans ses fichiers téléchargés. Là,
Un bref article du Progrès, de septembre 1965. Françoise Leclerc, 15 ans, disparue lors d'un séjour en camping. Recherches annulées après 2 semaines. Aucune trace jamais retrouvée. L'article mentionnait un don généreux de la Société Forêt de la Croix au fonds de recherche et à l'enquête en cours. L'argent du sang. Un don pour leur donner l'air concerné, civique. Pendant ce temps, ils avaient aidé à cacher un autre corps. Sandrine sentit la rage monter en elle, chaude et pure. Nicolas Delacroix n'avait pas seulement tué 2 fois dans un moment de panique ou de violence. Il avait tué au moins 3 fois en 6 ans. C'était un tueur en série protégé par la richesse et l'influence familiale, et il s'en était tiré parce que des gens comme son grand-père avaient eu trop peur ou étaient trop compromis pour l'arrêter. Elle regarda le dos de la carte que son grand-père avait mentionnée. Là, au crayon fin, se trouvait un 4e emplacement, non marqué sur la carte principale, mais clairement noté au verso avec des coordonnées et une date, 1965. 4 emplacements maintenant. 3 tombes confirmées, une suspectée. Et un homme qui avait vécu 74 ans, la plupart d'entre eux libres de toute conséquence. Sandrine se leva et refit son sac, y compris la nouvelle lettre. Sa décision était prise, mais maintenant, elle était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de 2 jeunes filles et d'une dissimulation. Il s'agissait d'un prédateur en série qui avait été autorisé à chasser parce que les systèmes censés protéger les gens avaient complètement échoué. Elle devait trouver sa mère, devait lui demander de parler, de témoigner, de revivre le pire jour de sa vie pour la justice. Et elle devait visiter ce 4e emplacement, confirmer si Françoise Leclerc y était vraiment enterrée. Ensuite, elle apporterait tout chaque preuve, chaque document, chaque coordonnée GPS aux autorités. Pas la gendarmerie locale, mais les enquêteurs de la gendarmerie nationale, peut-être les autorités fédérales. Elle irait aussi au que nécessaire jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Et elle contacterait les familles. Les proches de Marie Durand, les frères et sœurs de Jeanne Martin, les parents de Françoise Leclerc, s'ils étaient encore en vie. Ils méritaient de savoir, méritaient de pouvoir enfin enterrer leur fille correctement et de comprendre ce qui s'était passé. Le poids de tout cela était énorme. Mais Sandrine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Clair. Indéniable. Son grand-père avait échoué, mais elle n'échouerait pas. Elle avait les preuves, le courage, et rien à perdre. Pas de famille à protéger, pas de carrière à risquer, pas de réputation à maintenir. Elle avait 58 ans, vivait seule dans les montagnes, et personne ne la regretterait si elle disparaissait dans ce combat. Mais il ne la ferait pas disparaître. Elle s'en assurerait. Elle documenterait tout, laisserait des copies à des avocats, créerait une trace écrite qui ne pourrait pas être effacée. Nicolas Delacroix s'en était tiré avec le meurtre pendant plus de 60 ans. Mais son temps était écoulé. Même s'il n'affrontait jamais de poursuite pénale, même s'il ne passait jamais un jour en prison, elle s'assurerait que le monde sache qui il était. S'assurerait que son nom devienne synonyme des jeunes filles qu'il avait tuées et du système qu'il avait protégé. Sandrine ferma la porte du gîte à clé et commença à descendre le sentier. La matinée était froide et lumineuse, la forêt silencieuse, à l'exception du bruit de ses bottes sur le chemin. Elle ne regarda pas en arrière. Le gîte avait rempli sa fonction, avait gardé les secrets de son grand-père jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux pour y faire face arrive enfin. Maintenant, ces secrets étaient les siens, et elle s'assurerait qu'ils détruisent l'homme qui les avait créés. La descente du gîte prit 3 heures. Au moment où Sandrine atteignit sa vieille Citroën 2CV, ses jambes tremblaient d'épuisement et d'adrénaline. Elle chargea son sac avec soin, s'assurant que les documents et les preuves étaient en sécurité, puis s'assit sur le siège du conducteur sans démarrer le moteur. Elle avait besoin d'un plan. Se précipiter sans stratégie gâcherait tout ce que son grand-père avait préservé. Elle sortit son carnet et commença à écrire, organisant ses pensées en étapes concrètes. Premièrement, visiter le 4e emplacement et confirmer le lieu de sépulture de Françoise Leclerc. Elle avait besoin d'une documentation complète avant d'approcher les autorités. Deuxièmement, contacter sa mère. Ce serait la partie la plus difficile, mais c'était essentiel. Sans le témoignage de sa mère, l'affaire contre Nicolas Delacroix pourrait ne pas tenir. Troisièmement, compiler le tout dans un rapport complet avec les coordonnées GPS, les photographies, les copies de tous les documents et une chronologie claire. Quatrièmement, tout apporter à la gendarmerie nationale, spécifiquement à leur unité des affaires non élucidées.
Elle avait fait des recherches sur eux des années auparavant en envisageant du bénévolat. Ils avaient une réputation de rigueur et d'indépendance vis-à-vis des politiques locales. Cinquièmement, contacter les familles des victimes, mais seulement après que les forces de l'ordre soient impliquées. Elle ne pouvait pas risquer d'alerter Nicolas Delacroix ou sa famille avant que les autorités n'aient sécurisé les preuves. Le plan était solide, mais il prendrait du temps. Au moins une semaine, peut-être 2. Elle démarra la 2CV et commença le long trajet de retour vers la civilisation, son esprit travaillant déjà sur les détails. Elle s'arrêta dans une bibliothèque d'un village des Cévennes et utilisa leurs ordinateurs pour faire des recherches plus approfondies. Nicolas Delacroix avait en effet construit une vie respectable. Sa page Wikipédia le décrivait comme un homme d'affaires et philanthrope qui avait siégé à de nombreux conseils d'administration caritatifs. Il y avait des photographies de collecte de fonds et d'événements communautaires. Un homme plus âgé aux cheveux argentés et au sourire facile, toujours entouré de sa famille ou de ses collègues. Les photos la rendaient malade. Combien de personnes lui avaient serré la main, loué sa générosité, sans jamais savoir ce qu'il avait fait dans sa jeunesse? Combien de fois avait-il regardé ses propres enfants ou petits-enfants et pensé aux jeunes filles qu'il avait tuées? Elle trouva les nécrologies de Pierre Delacroix, le père de Nicolas, décédé en 2003 à l'âge de 91 ans. La nécrologie le décrivait comme un pilier de la communauté et un père de famille dévoué. Aucune mention de corruption, de pot de vin ou de dissimulation des crimes de son fils. Sandrine imprima tout ce qu'elle put trouver et l'ajouta à son dossier grandissant. Puis elle appela la seule personne qu'elle connaissait qui travaillait dans les forces de l'ordre, un ancien client nommé Jean-Luc Moreau, qui avait pris sa retraite de la gendarmerie nationale. Jean-Luc, c'est Sandrine Leroy. J'ai guidé votre groupe jusqu'au col de la Luzette l'été dernier. Sandrine, content de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'un conseil. Hypothétically, si quelqu'un trouvait des preuves de vieux meurtres, on parle de plus de 60 ans, comment s'y prendrait-il pour le signaler? Il y eut une pause. C'est assez spécifique pour une question hypothétique. C'est important, Jean-Luc. Une autre pause, plus longue cette fois. D'accord. Hypothétically, il voudrait s'adresser à l'unité des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale. Les brigades locales peuvent être territoriales ou compromises, surtout avec de vieilles affaires. La gendarmerie nationale a les ressources et l'autorité pour enquêter à travers les juridictions. Mais il leur faudrait des preuves solides. Des corps, des documents, des témoins crédibles. Sans ça, ce ne sont que des accusations. Et la prescription? Meurtre. Il n'y en a pas en France. On peut poursuivre un meurtre, peu importe depuis combien de temps il a eu lieu, si on a les preuves et que le suspect est toujours en vie. Sandrine sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Et si le suspect est riche, bien connecté, a une bonne réputation? Ça rend les choses plus difficiles, mais pas impossibles, surtout de nos jours avec les preuves ADN et la police scientifique moderne. Même de vieilles affaires peuvent être résolues avec les bonnes techniques. Pourquoi demandez-vous ça, Sandrine? Elle hésita, puis décida d'une honnêteté partielle. J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de mon grand-père. J'essaie de comprendre quoi en faire. Trouver quelque chose ou trouver quelqu'un. Les deux. Potentiellement. Jean-Luc resta silencieux un moment. Vous devez être prudente. Si c'est réel, s'il y a vraiment des corps et un suspect vivant, ça va se compliquer rapidement. Les gens puissants n'aiment pas que de vieux secrets refassent surface. Vous devriez parler à un avocat avant de faire quoi que ce soit. Je le ferai. Merci, Jean-Luc. Sandrine, sérieusement, soyez prudente. Quoi que ce soit, assurez-vous d'être protégée d'abord. Elle raccrocha et resta dans sa 2CV sur le parking de la bibliothèque, pensant à l'avertissement de Jean-Luc. Il avait raison. Si elle s'attaquait à Nicolas Delacroix, sa famille riposterait durement. Ils engageraient des avocats coûteux, attaqueraient sa crédibilité, la menaceraient peut-être même comme ils avaient menacé son grand-père. Elle avait besoin de protection, d'une documentation qui ne pourrait être ni détruite ni supprimée. Elle devait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, la vérité éclaterait quand même. Elle se rendit à un bureau de poste et fit plusieurs copies de tout. Journaux, lettres, photographies, cartes, ses propres notes et sa chronologie. Elle scella une série dans une enveloppe adressée à Jean-Luc Moreau avec des instructions de ne pas l'ouvrir à moins qu'il ne lui arrive quelque chose. Une autre série alla à son avocat avec des instructions similaires.
Une troisième série, elle se l'envoya à l'adresse d'un ami en Bretagne. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de se sentir un peu plus en sécurité. La vérité avait trop de copies maintenant. Elle ne pouvait pas être contenue. Vint ensuite la partie la plus difficile. Appeler sa mère. Elle ne s'était pas parlé depuis plus de 3 ans. La distance entre elles était devenue si grande qu'aucune ne savait plus comment la combler. Mais cela ne pouvait pas attendre. Sandrine s'assit dans sa 2CV et composa le numéro qu'elle avait enregistré dans son téléphone, mais jamais appelé. 3 sonneries. 4. Puis la voix de sa mère, prudente et surprise. Sandrine ? Salut, maman. Un long silence. Est-ce que tout va bien ? Pas vraiment. J'ai besoin de te parler en personne. C'est à propos de grand-père. Un autre silence, plus lourd cette fois. Il est mort. J'ai reçu l'avis de son notaire. Je sais. J'ai hérité de son gîte. J'y suis allé. J'ai trouvé. Elle s'arrêta, ne voulant pas faire ça par téléphone. Maman, j'ai trouvé des choses. Des choses sur ce qui s'est passé quand tu avais 17 ans. Sur pourquoi nous avons déménagé. Surtout. Elle entendit la respiration de sa mère changer, rapide et superficielle. Sandrine, non. Je sais pour Jeanne Martin. Je sais pour Nicolas Delacroix. Je sais que tu as été témoin de ce qu'il a fait. Un son qui aurait pu être un sanglot ou un hoquet. Tu ne peux pas. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre, s'il te plaît. Je prends la route pour Clermont-Ferrand ce soir. Est-ce que je peux te voir demain ? Sandrine, ce n'est pas. Tu dois laisser ça tranquille. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Maman. Sandrine garda sa voix douce mais ferme. Ça fait 60 ans. Grand-père a passé toute sa vie à se taire pour te protéger, et ça l'a détruit. Ça t'a détruite aussi. Il faut que ça s'arrête. Ces jeunes filles méritent la justice. Tu mérites la paix. Silence. Puis, d'une voix si basse que Sandrine l'entendit à peine. J'ai essayé d'oublier. J'ai tellement essayé de prétendre que ça n'était jamais arrivé. Je sais. Mais c'est arrivé. Et il y en a eu d'autres. Pas seulement Jeanne. Au moins 2 autres jeunes filles que nous connaissons. Oh, mon Dieu. Sa mère pleurait maintenant. De doux sanglots qui brisèrent le cœur de Sandrine. Je me demandais. Après notre déménagement, je voyais des histoires de jeunes filles disparues et je me demandais si c'était lui. Mais je ne pouvais pas demander. Ne pouvais pas me permettre d'y penser. Veux-tu me parler ? Me dire ce dont tu te souviens ? Une longue pause. Viens demain après-midi. J'ai besoin de temps pour me préparer. Merci, maman. Ne me remercie pas encore. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je suis assez forte. Tu le es. Tu as survécu. Tu as gardé le secret pendant 60 ans, même si ça te faisait mal. Ça a demandé de la force. Maintenant, utilise cette force pour briser le silence. Elles raccrochèrent. Sandrine s'assit dans sa 2CV et pleura. Pour sa mère, pour les jeunes filles, pour son grand-père, pour les décennies de douleur qui auraient pu être évitées si quelqu'un avait été assez courageux pour parler plus tôt. Mais elle n'attendait plus. Demain, elle parlerait à sa mère. Puis elle visiterait le 4e emplacement et confirmerait le lieu de sépulture de Françoise. Ensuite, elle apporterait tout à la gendarmerie nationale et laisserait le processus commencer. Nicolas Delacroix avait vécu libre pendant 74 ans. Mais l'heure des comptes approchait. Même s'il ne voyait jamais l'intérieur d'une prison, même s'il mourait avant les poursuites, le monde saurait qui il était. Sa réputation serait détruite. Sa famille porterait la honte. Et les jeunes filles qu'il avait tuées seraient enfin reconnues, commémorées, pleurées correctement. Cette nuit-là, Sandrine prit une chambre dans une auberge de campagne et ne put dormir. Elle ne cessait de penser à sa mère, une jeune fille de 17 ans, regardant son amie mourir, courant pour sa vie, puis se faisant dire qu'elle devait se taire sous peine de terribles conséquences. Le traumatisme de cela, porté pendant 60 ans, jamais partagé, jamais traité. C'était presque insupportable à contempler. Et elle pensait à Marie, Jeanne et Françoise.
3 adolescentes qui auraient dû grandir, avoir des carrières, des familles, de longues vies. Au lieu de cela, elles avaient été assassinées et enterrées dans des tombes anonymes pendant que leurs tueurs vivaient confortablement. L'injustice de la situation la brûlait. Mais la détermination de Sandrine aussi. Elle allait arranger ça. Donnerait à ces jeunes filles ce qu'elles méritaient, même si c'était 60 ans trop tard. Le matin arriva lentement. Sandrine conduisit jusqu'à Clermont-Ferrand sous une pluie battante, répétant ce qu'elle dirait à sa mère. Comment demander à quelqu'un de revivre le pire traumatisme de sa vie? Comment le convaincre que parler apporterait la guérison plutôt que plus de douleur? Elle n'avait pas de bonne réponse. Elle savait seulement que cela devait être fait. Elle arriva chez sa mère juste après 14 heures. C'était une petite maison de plain-pied dans un quartier calme, le genre d'endroit où les gens s'occupent de leurs affaires et où rien de dramatique n'arrive jamais. Sandrine resta dans sa 2CV pendant 5 minutes, rassemblant son courage, puis se dirigea vers la porte et frappa. Sa mère répondit immédiatement, comme si elle avait attendu juste là. Elle semblait plus âgée que dans le souvenir de Sandrine. 74 ans maintenant, ses cheveux complètement blancs, son visage ridé par l'inquiétude. Mais ses yeux étaient les mêmes, vigilants, lasses, s'attendant à de mauvaises nouvelles. « Entre » dit-elle doucement. Sandrine la suivit à l'intérieur. La maison était soignée, sobre, avec peu d'objets personnels visibles. Elle ressemblait à un endroit où quelqu'un vivait sans vraiment s'installer, comme si elle pouvait avoir besoin de partir rapidement à tout moment. Elles s'assirent à la table de la cuisine. Sa mère prépara du thé avec des mains tremblantes, puis s'assit en face de Sandrine sans le boire. « Dis-moi ce que tu as trouvé » dit-elle enfin. Alors Sandrine lui raconta. Tout. Les journaux, les cartes, les 3 tombes, les tentatives infructueuses de signaler les crimes. Le nom de Nicolas Delacroix. Sa mère resta parfaitement immobile pendant tout le récit, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Quand Sandrine eut fini, sa mère parla d'une voix qui semblait appartenir à quelqu'un de beaucoup plus jeune. La jeune fille de 17 ans qui avait été témoin d'un meurtre et avait été réduite au silence. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'ai vu. Pas même à ton père. Pas à toi. Personne d'autre que mon propre père. Et il m'a fait promettre de ne jamais en reparler. Et je ne l'ai pas fait, pas en 60 ans. Je te demande de briser cette promesse maintenant. Pour Jeanne. Pour toutes. Sa mère la regarda avec des yeux pleins de douleur, et autre chose, peut-être du soulagement. Dis-moi ce que tu as besoin que je fasse. Et juste comme ça, Sandrine sut qu'elle réussirait. La justice arrivait. Enfin. Le nom de sa mère était Monique. Assise à cette table de cuisine, tenant une tasse de thé qu'elle ne pouvait pas boire, elle ne ressemblait en rien à l'adolescente terrifiée de 17 ans qui avait été témoin d'un meurtre. Mais quand elle commença à parler, Sandrine put entendre cette jeune fille dans sa voix. Jeune, traumatisée, voulant désespérément faire ce qui était juste, mais paralysée par la peur. C'était en juillet, commença Monique, l'été 1962. J'avais 17 ans, sur le point de commencer ma terminale. Un groupe d'entre nous est allé camper. Si jeunes, pas de parents. C'était normal à l'époque. Les jeunes avaient plus de liberté. Elle s'arrêta, rassemblant ses forces. Sandrine attendit, sans la presser. Jeanne Martin était ma meilleure amie. Elle était drôle, intelligente, toujours en train de faire des plans pour l'avenir. Elle voulait être institutrice. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était mature pour son âge. Nous la traitions toutes comme si elle était l'une des nôtres. Une autre pause. Dehors, la pluie continuait. Nicolas Delacroix était là aussi. Il avait 20 ans. De retour de l'université pour l'été. Il venait d'une famille riche. Tout le monde connaissait les Delacroix. Il possédait la moitié du département. Nicolas était. Il semblait gentil au début, charmant. Il a prêté attention à Jeanne, ce qui l'a fait se sentir spécial. Elle avait le béguin pour lui. Les mains de Monique se crispèrent sur la tasse de thé. Le deuxième jour, Nicolas a suggéré que lui et Jeanne aillent explorer un sentier secondaire. Juste 2. Certains d'entre nous pensaient que c'était inapproprié. Elle n'avait que 14 ans. Mais Jeanne voulait y aller. Elle était excitée qu'un gars plus âgé s'intéresse à elle. Sandrine sentit sa poitrine se serrer,
mais resta silencieuse. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Juste un sentiment. Alors je les ai suivis, en restant assez loin pour qu'ils ne me remarquent pas, mais assez près pour voir où ils allaient. La voix de Monique baissa presque jusqu'à un murmure. Ils se sont arrêtés dans une clairière près d'un ravin. Je les ai entendus se disputer. Jeanne avait l'air contrariée, comme si elle essayait de s'éloigner de lui. Je me suis rapproché, en essayant de rester caché. Et puis j'ai vu. Elle s'arrêta, le visage gris. Sandrine tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa mère. Il l'a attrapée. Elle essayait de partir et il l'a attrapée par le bras, fort. Elle s'est dégagée et il l'a poussée. Pas fort, je ne pense pas, mais elle était près du bord et elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée. Monique tremblait maintenant, le souvenir clairement aussi vif que s'il s'était produit la veille. Ce n'était pas loin, peut-être 3 mètres plus bas sur un rebord, mais elle s'est cognée la tête sur un rocher. J'ai entendu le bruit. Je n'oublierai jamais ce bruit. Et puis elle ne bougeait plus. Qu'a fait Nicolas? Il est descendu vers elle, a vérifié son pouls ou sa respiration. Je ne pouvais pas dire. Puis il est resté là pendant peut-être 1 minute, juste debout au-dessus de son corps. Et puis il a levé les yeux, droit vers l'endroit où je me cachais. L'estomac de Sandrine se noua. Il t'a vu? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'il a juste senti que quelqu'un était là. Mais j'ai paniqué. J'ai couru. J'ai couru jusqu'à notre campement, j'ai pris mes affaires et j'ai rejoint la route à pied. J'étais terrifié qu'il me poursuive. Tu l'as dit à quelqu'un? Je suis allé directement voir mon père. Je lui ai tout dit. Il m'a prise au sérieux, Dieu merci. Mais ensuite. La voix de Monique se brisa. Ensuite, il est allé parler à Pierre Delacroix, le père de Nicolas. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais quand papa est rentré à la maison, il était différent, vaincu. Il m'a dit que nous ne pouvions pas le signaler. Que les Delacroix nieraient tout. Ferait passer la mort de Jeanne pour un accident. Prétendrait que je mentais ou que je me trompais. Et si j'insistais, si je témoignais, il s'assurait que je sois blâmé d'une manière ou d'une autre, ou pire. Il les a crus. Il croyait qu'ils avaient le pouvoir de faire ce dont ils menaçaient. Et il avait probablement raison. C'était en 1962. Les Delacroix possédaient le préfet, le procureur, la moitié des hommes d'affaires du département. Qui écouterait une adolescente accusant le fils d'une famille riche? Monique essuya ses yeux. Alors, nous avons déménagé. Papa a obtenu une mutation, et nous sommes partis en moins de 2 semaines. On m'a dit de ne jamais parler de ce que j'avais vu, de ne jamais contacter la famille de Jeanne, de ne même jamais y penser. Et pendant 60 ans, j'ai essayé de faire exactement ça. J'ai essayé de l'enterrer si profondément que ça ne pouvait plus me faire de mal. Ça a marché? Monique rit, un son rauque. Qu'est-ce que tu crois? J'ai passé toute ma vie d'adulte à regarder par-dessus mon épaule. Je ne pouvais pas nouer de relations proches parce que je portais ce secret. Je t'ai repoussé parce que j'avais peur que si tu t'approchais trop, tu le verrais en moi. J'ai gâché ma vie en essayant de me protéger d'une menace qui avait probablement cessé d'être réelle il y a des décennies. Elle regarda Sandrine avec des yeux rougis. Ton grand-père a essayé de me protéger. Mais ce faisant, il nous a piégés toutes les deux dans ce moment. Nous n'avons jamais échappé à ce qui s'est passé ce jour-là. Nous avons juste fait semblant. Sandrine serra la main de sa mère. Tu peux y échapper maintenant. En disant la vérité. En t'assurant que Nicolas Delacroix fasse face à ce qu'il a fait. Monique prit une inspiration tremblante. Tu penses vraiment que quelqu'un n'écoutera après tout ce temps? Je sais qu'ils le feront. Parce que je ne leur donnerai pas le choix. Sa mère la regarda longuement, la voyant clairement peut-être pour la première fois depuis des années. Tu es courageuse. Plus courageuse que je ne l'ai été. Plus courageuse que ton grand-père. J'ai eu de meilleurs exemples pour apprendre. Tu as survécu. Ça aussi, ça a demandé du courage. Dis-moi ce qui se passe ensuite. J'ai besoin que tu écrives tout ce dont tu te souviens. Chaque détail, aussi petit soit-il. Ensuite, j'ai besoin que tu viennes avec moi à la gendarmerie nationale et que tu fasses une déposition officielle.
Et finalement, tu devras probablement témoigner si cela va jusqu'au procès. Et si je ne peux pas? Si j'ai trop peur? Alors je le ferai sans toi. J'utiliserai tout ce que j'ai d'autre et je me battrai aussi fort que je le pourrai. Mais ce sera plus difficile. Ton témoignage est la preuve la plus solide. Tu es le seul témoin vivant. Monique resta assise en silence, luttant avec une décision qu'elle avait évitée pendant 60 ans. Finalement, elle hocha la tête. Je le ferai. Pas parce que je suis courageuse, mais parce que je suis fatiguée. Fatiguée de porter ce secret. Fatiguée de laisser cette famille échapper aux conséquences. Fatiguée de vivre une demi-vie parce que j'ai peur d'en vivre une entière. C'est tout le courage dont tu as besoin. Elles passèrent le reste de l'après-midi à se préparer. Monique rédigea son récit complet pendant que Sandrine organisait sa documentation. Le soir, elles avaient un dossier complet, témoignages, emplacements de preuves matérielles, journaux, lettres, cartes, photographies et une chronologie qui racontait l'histoire complète. Demain, elles l'apporteraient aux autorités, et la longue fuite de Nicolas Delacroix face à la justice prendrait enfin fin. Avant de se rendre à la gendarmerie, Sandrine devait confirmer le 4e emplacement. Son grand-père l'avait marqué sur la carte, mais elle avait besoin de preuves photographiques et de coordonnées GPS pour chaque site. Le dossier devait être en béton. Monique insista pour venir. J'ai passé 60 ans à me cacher. C'est fini. Elles firent la randonnée ensemble dans les montagnes, suivant le GPS de Sandrine jusqu'aux coordonnées que son grand-père avait marquées pour Françoise Leclerc. L'endroit était reculé, encore plus isolé que les autres, délibérément choisi pour être difficile à trouver. Après 4 heures de marche, elles l'atteignirent. Un autre cairn de pierre, celui-ci plus altéré que les autres. 60 ans de croissance forestière l'avaient presque obscurci, mais il était là. Quelqu'un avait été enterré à cet endroit, caché et oublié. Sandrine documenta tout pendant que Monique se tenait silencieusement à proximité, en témoin. Quand elle eut fini, Monique se dirigea vers le cairn et s'agenouilla à côté. « Je suis désolée que nous ne l'ayons pas arrêté plus tôt, dit-elle doucement. Je suis désolée que tu sois morte seule et effrayée. Mais nous allons nous assurer que les gens sachent ce qui t'est arrivé. Nous allons nous assurer qu'ils paient. » Elles rentrèrent en silence, portant toutes deux le poids de ce qu'elles avaient trouvé. 4 tombes, 4 jeunes filles, un homme responsable. Et enfin, après plus de 60 ans, la vérité éclatait. Le lendemain matin, Sandrine et Monique se rendirent au siège de la gendarmerie nationale à Lyon. Elles avaient appelé à l'avance et avaient été mises en relation avec l'inspecteur Valérie Duval de l'unité des affaires non élucidées. Elle les reçut dans une salle de conférence. Une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'air pragmatique. « Madame Leroy, madame. Vous avez dit au téléphone que vous aviez des informations sur plusieurs homicides des années 1960. » Sandrine ouvrit son dossier. 5 homicides. Marie Durand, 1959. Jeanne Martin, 1962. Françoise Leclerc, 1965. Catherine Petit, 1967. Et peut-être d'autres dont nous n'avons pas connaissance. Tous attribués au même auteur, Nicolas Delacroix. Elle étala tout. Les journaux, les cartes, les coordonnées GPS, les photographies, les rapports de police infructueux, les preuves de la dissimulation institutionnelle. Et puis Monique raconta son histoire, la première fois qu'elle la racontait à voix haute à quelqu'un en autorité en 60 ans. L'inspecteur Duval écouta sans interrompre, prenant des notes, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Quand elles eurent fini, elle se renversa sur sa chaise et resta silencieuse un long moment. « C'est substantiel, dit-elle enfin. La documentation est complète. Le témoignage est crédible. Les preuves matérielles existent et peuvent être vérifiées. Le défi sera les poursuites judiciaires. » « À cause du temps ? » demanda Sandrine. « Du temps et de la dégradation des preuves. Nous devrons exhumer les restes, ce qui nécessite des ordonnances du tribunal. Nous aurons besoin d'analyses médico-légales pour confirmer les identités et les causes de la mort. Et même si tout concorde, nous parlons de crimes datant de plus de 60 ans. Les témoins sont morts ou peu fiables. Les preuves matérielles se sont dégradées. Les avocats de la défense soutiendront qu'un procès équitable est impossible. Mais c'est quand même possible ? C'est possible. Il n'y a pas de prescription pour le meurtre.
Si nous pouvons prouver que Nicolas Delacroix a tué ces jeunes filles, nous pouvons le poursuivre. Mais je vais être honnête, les chances de condamnation sont plus faibles en raison du temps écoulé. Ce qui est plus probable, c'est que nous confirmions les crimes, engagions des poursuites, et que Nicolas meure avant le procès ou accepte un accord de plaidoyer. Monique prit la parole. Même s'il ne va jamais en prison, le monde doit savoir ce qu'il a fait. Ces familles doivent savoir ce qui est arrivé à leur fille. L'inspecteur Duval hocha la tête. D'accord. Et cette partie, je peux la garantir. Si cette affaire est aussi solide qu'elle en a l'air, nous la rendrons publique. Les médias la couvriront largement. La réputation de Nicolas Delacroix sera détruite, que nous obtenions une condamnation ou non. Elle se leva. Donnez-moi une semaine. Je dois informer mes supérieurs, consulter le parquet et entamer le processus d'obtention des ordonnances d'exhumation. En attendant, ne discutez de cela avec personne d'autre. Si Nicolas ou sa famille ont vent de l'enquête avant que nous soyons prêts, ils prendront un avocat et commenceront à contester chaque étape. Et les familles ? Demanda Sandrine. Celles de Marie, Jeanne, Françoise ? Ne méritent-elles pas de savoir ? Elles le méritent, et elles le sauront. Mais nous devons les informer officiellement par les canaux appropriés après avoir confirmé les preuves. Je vous promets qu'elles seront prévenues dès que nous serons prêts. Sandrine et Monique quittèrent le poste de gendarmerie, ressentant quelque chose qu'aucune d'elles n'avait ressenti depuis longtemps. L'espoir. La machine de la justice était lente, mais elle était enfin en mouvement. Au cours de la semaine suivante, les événements se déroulèrent rapidement. L'équipe de l'inspecteur Duval obtint les ordonnances du tribunal. Des équipes de police scientifique furent envoyées aux 4 emplacements que Sandrine avait documentés. Les restes furent soigneusement exhumés et transportés au laboratoire de police scientifique de l'État. L'analyse ADN confirma les identités. Marie Durand, Jeanne Martin, Françoise Leclerc et une 4e victime qui n'avait jamais été signalée comme disparue, une fugueuse adolescente nommée Catherine Petit, dont la disparition en 1967 avait été attribuée à son départ volontaire de la maison. 5 victimes en 8 ans. Un tueur en série qui avait opéré en toute impunité parce que la richesse et le pouvoir l'avaient protégé. Le 10e jour, l'inspecteur Duval appela Sandrine. Nous émettons un mandat d'arrêt contre Nicolas Delacroix et nous rendons l'affaire publique demain. Je voulais que vous le sachiez en premier. Merci, dit Sandrine, la voix étranglée par l'émotion. Merci d'avoir écouté. Non, merci à vous. Sans les documents de votre grand-père et votre courage de vous manifester, ces jeunes filles seraient restées oubliées. Vous leur avez rendu leur nom. Le lendemain, la nouvelle éclata. Nicolas Delacroix, 74 ans, arrêté pour 5 chefs d'accusation de meurtre remontant à 1959. L'histoire domina les gros titres en France et au-delà. Un riche homme d'affaires révélé comme un tueur en série. Une dissimulation de plusieurs décennies exposée. 5 familles recevant enfin des réponses. Nicolas Delacroix fut conduit hors de sa résidence de Paris-Menotté. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes criaient des questions. Il avait l'air vieux, confus, diminué. Rien à voir avec le jeune homme puissant qui avait tué 5 jeunes filles et s'en était tiré. Justice, enfin. La préparation du procès prit 18 mois. Sandrine assista à chaque audience, chaque motion préliminaire, assise dans la galerie du tribunal avec sa mère à ses côtés. Elle s'était de nouveau rapprochée pendant ce processus, la mission commune comblant les décennies de distance entre elles. Nicolas Delacroix plaida non coupable, comme ses avocats coûteux le lui conseillèrent, mais les preuves étaient accablantes. L'ADN des restes correspondait aux membres de la famille. Le témoignage de Monique était puissant et crédible. Et peut-être le plus accablant, les journaux et documents de son grand-père prouvaient la connaissance institutionnelle et la dissimulation. Le procès dura 3 semaines. Sandrine regarda les procureurs exposer la chronologie complète. Un jeune homme d'une famille riche qui avait tué à plusieurs reprises, protégé à chaque fois par l'argent et l'influence de son père. Un système qui avait échoué à tous les niveaux. Des gendarmes qui avaient été soudoyés, des procureurs qui avaient détourné le regard, des fonctionnaires qui avaient valorisé la réputation plutôt que la justice. Le 21e jour, le jury rendit des verdicts de culpabilité sur les 5 chefs d'accusation de meurtre. Nicolas Delacroix, maintenant âgé de 76 ans, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourait en détention,
sa retraite confortable remplacée par une cellule. Ce n'était pas une justice parfaite. Les jeunes filles ne pouvaient pas être ramenées, mais c'était quelque chose. La reconnaissance, la responsabilité, la vérité. Après la condamnation, Sandrine rencontra les familles. La nièce de Marie Durand, maintenant âgée de 68 ans, l'étreignit, les larmes coulant sur son visage. Ma grand-mère est morte sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa fille. Elle a porté cette douleur toute sa vie. Au moins maintenant, nous pouvons enterrer Marie correctement. Lui dire au revoir. Le frère cadet de Jeanne Martin, 73 ans, serra la main de Sandrine avec les siennes. Merci de ne pas les avoir laissés dans l'oubli, de vous être battus quand il aurait été plus facile de se taire. La mère de Françoise Leclerc, 94 ans et fragile, pouvait à peine parler, mais tint la main de Sandrine et murmura, « Je savais qu'elle n'avait pas simplement fugué. Je l'ai toujours su. Merci d'avoir prouvé que j'avais raison. » La sœur de Catherine Petit, qui avait passé 50 ans à croire que Catherine avait simplement disparu dans la rue, dit à Sandrine, « Je rêvais d'elle, me demandant si elle était en vie quelque part. C'est terrible de savoir qu'elle est morte depuis tout ce temps, mais au moins l'attente est terminée. » La couverture médiatique fut intense, mais finalement positive. Des histoires émergèrent sur d'autres affaires non élucidées qui étaient rouvertes, d'autres familles retrouvant l'espoir que leurs proches disparus pourraient enfin être retrouvés. Sandrine devint, à contre-cœur, une figure publique. La femme qui avait hérité des secrets de son grand-père et avait choisi de les exposer. Elle donna une grande interview à un réalisateur de documentaire qui voulait raconter toute l'histoire. Elle y parla honnêtement de son grand-père, de ses échecs et de sa culpabilité, de ses tentatives de rédemption et de son acte final de courage en lui laissant la vérité à trouver. Il n'était pas un héros, dit-elle. Il a fait des choix terribles qui ont permis à un tueur d'opérer librement pendant des années. Mais il a aussi porté le poids de ses choix toute sa vie. Et à la fin, il a fait ce qu'il a pu pour arranger les choses. Il m'a laissé les outils pour finir ce qu'il ne pouvait pas. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais ça signifie quelque chose. 6 mois après le procès, Sandrine retourna au gîte. Elle avait gardé la propriété, bien qu'elle ait hésité à la vendre. Mais quelque chose à propos de cet endroit semblait important maintenant. Ce n'était plus seulement un bâtiment. C'était un mémorial. Elle y monta avec un tailleur de pierre et sa mère. Ensemble, ils visitèrent chacun des 5 sites. À chaque endroit, ils placèrent une stèle appropriée, des pierres de granit gravées avec les noms et les dates, des reconnaissances officielles que ces jeunes filles avaient existé et comptaient. Sur la tombe de Marie, Marie Durand, 1943 à 1959. Fille et amie bien-aimée, à jamais dans nos mémoires. Sur celle de Jeanne, Jeanne Martin, 1948 à 1962. Partie trop tôt, jamais oubliée. Sur celle de Françoise, Françoise Leclerc, 1950 à 1965. Perdue mais retrouvée. Repose en paix. Sur celle de Catherine, Catherine Petit, 1951 à 1967. Loin de chez elle, mais pas de nos mémoires. Nous t'aimons. Les familles organisèrent de petites cérémonies sur chaque site, pouvant enfin faire leur deuil correctement après des décennies d'incertitude. Sandrine se tint en retrait et regarda, sentant le poids qu'elle avait porté depuis la découverte des journaux de son grand-père commencer enfin à s'alléger. Sa mère se tenait à côté d'elle au mémorial de Catherine, le dernier qu'elles visitèrent. « Tu penses que nous avons bien fait ?» demanda doucement Monique. « De faire remonter toute cette douleur ?» « Oui, » dit Sandrine sans hésitation. « La vérité vaut mieux qu'un silence confortable. » Toujours. Elles retournèrent au gîte ensemble dans la lumière de fin d'après-midi. Il avait l'air différent maintenant, moins menaçant, plus paisible. Juste un petit bâtiment dans les montagnes, où un vieil homme avait veillé sur des secrets qu'il ne pouvait supporter de révéler, mais qu'il ne pouvait se résoudre à oublier. Sandrine avait décidé de donner le gîte au système des parcs nationaux, à une condition, qu'il soit entretenu comme un mémorial et un centre éducatif sur l'affaire. Un endroit où les gens pourraient apprendre l'importance de parler, de ne pas laisser le pouvoir réduire la vérité au silence, de donner une voix aux victimes même des décennies après leur disparition. Elle ouvrit la porte une dernière fois et se tint sur le seuil, pensant au voyage qui avait commencé ici. Il y a quelques semaines, elle était une femme solitaire menant une petite vie tranquille, ne posant aucune question et n'attendant aucune réponse. Maintenant, elle était quelqu'un qui s'était battu pour la justice et avait gagné.
Quelqu'un qui avait renoué avec sa mère après des années d'éloignement. Quelqu'un qui avait apporté la paix à 5 jeunes filles et à leur famille. La montre à gousset de son grand-père était toujours sur la tablette, arrêtée à 3h47. Sandrine la prit et la remonta avec soin. Le mécanisme reprit vie, la trotteuse commençant sa course autour du cadran. Le temps ne s'était pas arrêté après tout. Il avait juste attendu. Dehors, le soleil se couchait à travers les arbres, peignant la clairière d'or et d'orange. Sandrine ferma la porte du gîte à clé et commença à descendre le sentier avec sa mère, parlant doucement de ce qu'elle cuisinerait pour le dîner, de ce qu'elle ferait demain, des films qu'elle pourrait regarder ensemble ce week-end. Une conversation normale entre une mère et une fille, qui avaient enfin retrouvé le chemin l'une de l'autre. Derrière elle, les montagnes abritaient 5 tombes marquées là où il n'y avait eu que des secrets, 5 noms prononcés à voix haute là où il n'y avait eu que le silence. Et un homme en prison là où il n'y avait eu que l'impunité. La justice n'était pas parfaite. Elle n'était pas complète. Elle était arrivée 60 ans trop tard pour sauver qui que ce soit. Mais elle était arrivée. Et ça, pensa Sandrine en descendant la montagne dans la lumière déclinante, c'était suffisant. On se souvenait des jeunes filles. La vérité était connue. Le silence était rompu. Et enfin, après toutes ces années, il y avait la paix.